Alors aujourd'hui, je vais parler de l'histoire de la croissance et des inégalités en regardant globalement, au niveau mondial, voilà. En regardant des comparaisons entre pays et disons des convergences ou divergences entre pays. Voilà, donc je vais commencer par parler en fait de convergence ou divergence d'inégalités. Alors attendez que je regarde, celui-là, voilà. Et ensuite je vais parler de trappes de non-développement. Et ensuite, j'avais promis que je parlerais d'éducation et de rivalité militaire. Et donc, j'en parlerai à la fin. Voilà un peu le menu d'aujourd'hui. Donc, j'ai trois parties. Voilà, convergence. Voilà, je vais maintenant... voilà. Je vais passer au diaporama. À partir du... Voilà. Voilà. Donc, je vais essayer de... Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de suivre l'évolution des inégalités au niveau mondial et de relier ça à la croissance mondiale. Voilà. Et je vais regarder... donc, je vais regarder d'abord... et on verra que certaines des forces qui sont... Merci beaucoup. Je vais regarder, en fait, les mesures d'inégalité dont je vous ai parlé avant... des mesures globales d'inégalité comme le Gini, c'est-à-dire l'écart à l'égalité parfaite, ou des mesures d'inégalité comme la part du top 10%, ce n'est pas la même chose, comme on le sait. Et je vais regarder un petit peu comment ça a évolué au niveau mondial. C'est-à-dire, au lieu de dire je prends un pays, je veux regarder le monde comme un pays, vous voyez, et de dire, voilà, est-ce qu'il y a eu augmentation, diminution du Gini ou de la part de revenus du top 10%. Et je vais voir et on va se rendre compte qu'une partie dans cette évolution est due aux inégalités au sein des pays. Donc, il y a eu évolution au sein des pays. Et ça, c'est beaucoup des forces dont j'ai parlé la dernière fois. Mais on va regarder l'impact que ça... on va faire des comparaisons à ce moment-là. On va comparer entre différents pays, voir est-ce qu'il y en a où les inégalités à l'intérieur se sont accrues davantage que d'autres. Voilà, donc ça, on va regarder des comparaisons. Dans les évolutions, ce que nous n'avons pas fait jusqu'à maintenant, on n'a pas comparé. Et puis, ensuite, il y a la dimension donc je vais regarder à l'intérieur des pays comment ça a évolué. Donc, on verra qu'il y a des pays où les inégalités à l'intérieur du pays ont grandi plus que d'autres. Et puis, on va se rendre compte qu'ensuite, il y a des convergences. C'est très important, quand on veut comprendre les inégalités au niveau mondial, de relier ça au phénomène de convergence des niveaux de PIB par tête entre pays. Voilà. C'est que, par exemple, pour vous la faire très courte, mais je vais développer là-dessus, un des grands facteurs de réduction de la pauvreté au niveau mondial et de réduction des inégalités globales au niveau mondial, parce que c'est bien ça qu'on a observé, et pas l'augmentation, c'est l'émergence de la Chine notamment, évidemment. Quand vous avez un pays comme la Chine qui se développe autant qu'il se développe, c'est un énorme facteur de réduction de la pauvreté et des inégalités au niveau mondial. Donc on peut regarder, vous voyez, de différentes façons. Donc vraiment, je vous la fais très très courte, mais on va voir qu'en même temps qu'il y a eu réduction des inégalités au niveau mondial, et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, vous allez voir que évidemment le commerce international, l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, évidemment, tout ça a favorisé la convergence de la Chine vers les niveaux de développement que nous avons, nous. Mais en même temps, ça a été un facteur d'augmentation des inégalités à l'intérieur de la Chine et à l'intérieur d'autres pays. Donc, vous voyez, il y a ce double mouvement. La mondialisation, en fait, a réduit les inégalités, a été un facteur globalement de réduction des inégalités globales et de baisse de la pauvreté, en même temps que ça a été un facteur d'augmentation des inégalités à l'intérieur des pays, et notamment des nôtres, entre ceux qui ont pu s'adapter à la mondialisation et ceux qui n'ont pas pu s'adapter à la mondialisation. Et il y a ce double mouvement-là. Et donc, quand vous regardez la mondialisation, ça nous permet d'avoir une vision contrastée de la mondialisation. Elle a des effets contrastés sur les inégalités. Voilà. Je vous résume en deux mots un peu le message, ce qui va ressortir de ce que je vais vous montrer maintenant. Voilà. Donc, alors, la théorie sous-jacente, puisqu'on sait que c'est un cours d'histoire où on fait toujours le dialogue avec la théorie, eh bien, nous avons vu déjà... vous cherchez un endroit pour vous asseoir, là. Ah là là là. Mais vous savez qu'il n'y a pas de place de ce côté, non, il n'y a pas.
Si, il y a une place à côté de vous, non? Il n'y a pas de place, là devant? Non, il n'y a pas de place? Ah là 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 là. Ça, je suis très... Ah oui, non, là... Ah oui. J'ai plus de succès que Amos Gitaï, vous voyez? C'est vraiment, c'est fou, hein? Mais oui. J'aime beaucoup Amos Gitaï, mais là, on m'a dit qu'il y avait des places. Alors, non, mais madame, je suis très embêté, là. Mais là, il n'y a pas de place? Il n'y a personne qui est assis à côté de vous? C'est Maxime. Oui, mais Maxime, il peut être deux. Madame. Non, mais quand même. Non, mais... Dans le métro, Maxime, on se lèverait pour... Madame, venez, il y a une place devant. Voilà. Voilà. Ça marche. Voilà. Voilà, formidable. Voilà, très bien. Bravo. Alors, on a vu que pour expliquer la croissance des inégalités au sein des pays, vous avez vu, d'abord, on s'est intéressé aux inégalités de salaire entre les gens qualifiés et les gens pas qualifiés. On a vu qu'il y avait ce qu'on avait eu, on appelait l'augmentation du skill premium, c'est-à-dire du ratio entre le salaire des gens qui suivent une formation universitaire et ceux qui s'arrêtent au secondaire. D'accord? Et on a vu qu'une des raisons, c'était l'accélération du progrès technique biaisé en faveur des qualifications, hein, ce qu'on appelait Skill Bias Technical Change. Donc vous avez vu, j'en ai parlé il y a 2 séances, j'ai parlé beaucoup de cette croissance du skill premium, et notamment je l'ai relié à l'accélération du progrès technique, et notamment aux vagues technologiques, puisque dans la vague, il y a toujours une phase d'accélération où on a besoin de gens très qualifiés. Voilà. Ensuite, j'ai expliqué, on a vu que, notamment durant les phases d'accélération des vagues technologiques, il y avait une prime à l'adaptabilité. Mais la mondialisation, c'était la même chose. La mondialisation a favorisé les gens qui étaient qualifiés par rapport aux gens non qualifiés. Mais c'est également favoriser les gens qui sont adaptables par rapport à ceux qui ne le sont pas. Ceux qui peuvent s'adapter à niveau d'éducation égal, ceux qui peuvent s'adapter aux nouvelles technologies et ceux qui ne s'adaptent pas, voilà, ou moins bien. Donc là, il y a une prime à l'adaptabilité. D'ailleurs, on peut s'adapter aujourd'hui et pas demain. Et voilà. Et donc, j'ai montré également que ça. Et puis, j'ai parlé de la prime à l'innovation. J'ai montré que l'innovation était une source de rente importante. Alors, il n'y a pas que l'innovation, il y a aussi les barrières à l'entrée. Il peut y avoir de différentes sources d'inégalités, notamment en haut de la distribution des revenus. J'ai parlé de l'innovation, mais j'ai dit qu'il y avait des Steve Jobs et des Carlos Slim, qu'il y avait également des gens qui avaient bénéficié, évidemment, de mesures de protection, de faveurs, etc., et de barrières à l'entrée. D'accord? Donc, on a vu un peu la théorie du within. Maintenant, la théorie du between, entre pays. Le within, c'est à l'intérieur des pays. Le between, c'est entre pays. Et là, l'idée, c'est qu'il y a des sources de convergence et de divergence. Alors, je vais en parler, je reviendrai là-dessus tout à l'heure également. C'est qu'en gros, si vous voulez, la convergence des pays, d'abord la convergence, une source de convergence, ça peut être tout simplement les rendements décroissants par rapport au capital. Vous voyez, quand j'ai une fonction de production que j'écris comme ça, ne vous embêtez pas avec les maths, mais je l'ai mise toujours, c'est la même, voilà, où alpha est plus petit que 1. Ok, on dit qu'on a des rendements décroissants, c'est-à-dire que par rapport au capital, le Y, si on met le capital là, le Y à A et L donné, ça a cette forme-là, c'est-à-dire que si j'augmente le capital de 0 unité à 1 unité, j'augmente beaucoup l'output. Si déjà j'ai beaucoup de capital et que j'augmente d'une unité, j'augmente très peu l'output, ce qu'on appelle des rendements décroissants. Donc il y avait l'idée chez certains, notamment Barrow et d'autres, de dire voilà, une des sources de convergence, c'est de dire qu'il y a des rendements décroissants par rapport à l'accumulation de capital, ce qui fait que nous, on a une croissance faible parce qu'on a beaucoup de capital, par exemple, et des pays moins développés ont une croissance forte parce qu'ils ont peu de capital. Mais alors à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle le paradoxe de Lucas, toujours le même Lucas qui revient, c'est pas le Lucas des films, hein, ouais. Paradoxe de Lucas. Et le paradoxe de Lucas qui dit, oui, mais si c'était vraiment ça l'explication, eh bien, on verrait le rendement du capital, il est donc beaucoup plus élevé dans les pays développés que dans les pays moins développés. Et ce qu'on devrait voir,
c'est que les capitaux devraient quitter les pays développés pour aller s'investir dans les pays moins développés. Or, les capitaux, ils vont de la Chine vers les États-Unis. Ils ne vont pas de les États-Unis tellement, enfin, moins maintenant, peut-être moi c'est un peu différent. Mais enfin, le paradoxe de Lucas, c'est de dire, eh bien, on ne voit pas cette réallocation du capital des pays les plus développés vers les pays les moins développés. Donc ça a beaucoup questionné, ça a posé beaucoup de questions sur cette source. Mais enfin, il y a ces rendements décroissants et cette source de convergence. Mais ce n'est pas la plus intéressante. Il y a ce qu'on appelle la convergence des prix des facteurs, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça veut dire que quelque part, le travail, quand il y a eu mondialisation, quand la Chine rejoint l'OMC, eh bien, quelque part, la Chine se spécialise dans la production de biens avec du travail non qualifié, en tout cas au début, et quelque part, ils se mettent à vendre partout ces biens-là. Donc ça augmente la demande de travail non qualifié chinois, vous voyez, quelque part. Et donc ça valorise le travail non qualifié en Chine. Par contre, la demande de travail non qualifié dans nos pays baisse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle... donc ça fait converger en partie la rémunération du travail non qualifié en Chine avec la rémunération du travail non qualifié chez nous. Vous comprenez ce que je vous explique? C'est super. Voilà. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle la convergence du prix des facteurs. D'accord? Et je vais vous montrer des évidences historiques sur la convergence des prix des facteurs. Bon, évidemment, moi, les plus importants, c'est ceux-là, c'est la diffusion du savoir. C'est-à-dire qu'une des grosses sources de convergence, c'est que la Chine a pu profiter eh bien, des technologies des pays développés et à les adapter. Ils ont fait ça intelligemment. Ils ont notamment utilisé les investissements directs en Chine pour en fait s'assurer que les transferts de technologie s'opéraient et qu'ils pouvaient s'approprier, en tout cas, bonne partie de la technologie des pays avancés, et l'imiter et la reproduire. À telle enseigne que moi, je me souviens d'un dîner avec Guillaume Pépi qui disait « Nous, on ne veut plus leur vendre de TGV parce qu'ils vont nous imiter les TGV. Si je les vends une fois, je ne pourrais pas les vendre deux fois. » Mais vous voyez dans quoi? Siemens, eux, ils ont eu la politique de continuer d'exporter en Chine et finalement, c'est Siemens qui a gagné. Vous voyez, donc c'est une grande discussion qu'on avait eue ce jour-là. Je crois qu'il faut toujours se soumettre à la concurrence, il ne faut pas la refuser. Mais voilà, la diffusion du savoir est une source de convergence, évidemment, parce qu'un pays qui est très loin derrière la frontière technologique, en imitant la frontière technologique, progresse énormément, tandis qu'un pays qui est proche de la frontière technologique, en imitant la frontière technologique, progresse un peu moins. Déjà, on l'a vu déjà la dernière fois. Et puis, il y a l'idée de club, mais dans la convergence, il y a ce qu'on appelle la club convergence, c'est-à-dire que tout le monde ne converge pas, en fait. En fait, il y a des pays qui ont convergé, notamment les pays d'Asie du Sud-Est et la Chine ont vu, disons, leur PIB par tête depuis les années 80 augmenter à des rythmes très très élevés et leur PIB par tête se rapprocher très vite de nos PIB par tête à nous, tandis qu'il y a d'autres régions, notamment en Afrique, où on n'a pas observé cette convergence, d'accord? Donc il y a convergence, mais on sait que tout le monde ne converge pas. Il y a des gens qui convergent et d'autres pas. Alors pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des barrières institutionnelles, des mauvaises politiques. Ça, on peut se poser la question. Pourquoi il y a des pays qui ne convergent pas? Ou bien il y a des pays qui commencent à converger et qui s'arrêtent. Donc ça, je parlerai des trappes de revenus moyens, de dire, voilà, à partir d'un certain niveau, on peut s'arrêter. Voilà, comme l'Argentine, par exemple. D'accord? Mais donc la convergence, elle n'est pas parfaite, parce que sinon on peut se dire, ben, c'est facile, tout le monde converge, mais d'abord il y a des pays qui ne commencent même pas à converger, et puis il y a des pays qui commencent à converger, mais qui ne continuent pas à converger. Donc essayez de comprendre pourquoi, d'accord? Donc ça, vous gardez en tête. Donc si vous devez réfléchir aux inégalités, ben, vous pouvez répondre à l'intérieur des pays, c'est le skill premium, c'est l'augmentation du skill premium, la prime à l'adaptabilité, la prime à l'innovation, qui ont été des moteurs certainement, mais il y a aussi des gens qui détiennent des rentes de situation qui ont augmenté également. Donc ça, c'est aussi une source. On va voir qu'elle est très importante, notamment pour expliquer l'augmentation des inégalités au Moyen-Orient. On va voir que c'est très important. Et comme autre source, ensuite, donc on a vu un peu, ça c'est les sources d'augmentation à l'intérieur des pays. Et puis entre pays, eh bien, c'est très gouverné par la convergence ou non-convergence des PIB par tête entre pays. Et alors les sources de convergence, donc rendement décroissant, convergence des prix de facteurs, diffusion du savoir, mais la convergence est partielle. On verra qu'il y a des pays qui convergent et des pays qui ne convergent pas, ou des pays qui convergent imparfaitement. D'accord? Ça, c'est la théorie derrière. On viendra toujours à cette théorie-là. Alors, je vais parler d'abord des inégalités au sein des pays, en comparant entre pays. Hein,
Et puis après, je parlerai de l'évolution des inégalités entre pays. Et puis j'arriverai, en fait, j'aurais dû mettre un troisième point pour arriver à l'inégalité globale. Après, je reviendrai et j'essaierai de comprendre l'inégalité globalement au niveau du monde entier en ayant réuni un peu tous les éléments d'information. Voilà. Donc, alors il y a un article intéressant de Xavier Salahi-Martin. Alors Xavier Salahi-Martin, je vais vous faire un peu rigoler parce que c'est un original. C'est un très très bon économiste de la croissance. Il est catalan et voilà, il est assez horrible. J'ai des histoires marrantes à raconter sur Xavier Salahi-Martin. Ça vous ferait rigoler. Ben, je sais pas. Il a voulu appeler, il était superstitieux et il voulait appeler sa fille 17. Donc il va à la mairie de Boston et il dit « Je veux, ma fille s'appelle 17 ». Et on lui dit « Madame, monsieur, on ne peut pas donner de chiffre, on ne peut pas donner un chiffre à ça ». Alors il l'a appelé XV. Et ils ont dit pourquoi? Parce qu'en fait, il a transformé le 17 en chiffre romain. Vous voyez, XV. Ouais. XV11, oui, c'est ça. Je crois qu'elle s'appelle XV11. C'est ça son nom, voilà. Alors, une histoire moins drôle, c'est qu'il est catalan, très nationaliste, et qu'un jour, le roi d'Espagne lui remet un prix, où il est à une réception avec le roi d'Espagne, et il lui demande comment il s'appelle. Il lui dit que je m'appelle Xavier Salahi-Martin, et puis lui me dit qui vous êtes, et moi, lui, je suis Juan Carlos, et il lui demande Juan Carlos quoi? Bon, enfin, c'est pas. Bon, ouais. Voilà. Ça, c'est les histoires de Salahi-Martin. Bon, là, je vous parle des choses sérieuses. Je voulais un petit peu vous distraire, mais là, voilà. Maintenant, je veux passer aux choses sérieuses. Donc, suivre l'évolution de la distribution de revenus dans la majorité des pays du monde entre 70 et 2000 et relier cette évolution à des mesures de niveau de pauvreté et d'inégalité. Comment construire les distributions? Alors, les mesures de revenus utilisées sera le PIB par habitant à parité de pouvoir d'achat afin de pouvoir mener des comparaisons internationales. Donc, la valeur moyenne du PIB par habitant, pouvoir d'achat, hein, PPA, parité de pouvoir d'achat d'un pays, va donner la moyenne de la distribution de revenus. Et pour construire la distribution autour de cette moyenne, Salahi-Martin va s'appuyer sur des données d'enquête de revenus auprès des ménages menées par la Banque mondiale. Salahi-Martin va distinguer 3 groupes de pays qui auront des méthodes de construction différentes selon la qualité des données. Donc, vous voyez, c'est toujours le problème de collecter des données. Donc, il y a un groupe de pays pour lesquels on a des enquêtes de revenus sur plusieurs années. D'accord? Il y a des pays pour lesquels on a les enquêtes de revenus pour une seule année, mais après, on regarde les pays voisins pour lesquels on a sur plusieurs années, et comme ça, on essaye d'extrapoler et de compléter la série pour les années manquantes pour ces pays-là. Et puis, il y a des pays, alors on n'a aucune donnée d'enquête, et là, à nouveau, on s'appuie entièrement sur les pays voisins pour essayer d'imputer eh bien, la distribution, l'évolution de la distribution des revenus dans ces pays-là. Voilà, donc si vous voulez, c'était fait, voilà, c'est toujours, on n'a jamais le truc complet, on fait ça par morceaux. Voilà. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, on voit des tendances intéressantes. Donc, je regarde, moi, pour être sûr que j'ai les commentaires qu'il faut. Voilà. Alors, vous voyez la Chine. Alors, ce qui est très intéressant avec la Chine, c'est que, vous voyez, la distribution des revenus, voyez, la distribution se déplace vers la droite. Là, vous avez, disons, une des mesures de pauvreté, c'est moins d'$1 par jour. Vous voyez, dollars de valeur de quoi? Au prix de 85, voilà. Donc, vous voyez, la Chine se déplace vers la droite. Et voyez maintenant, en 2000, et maintenant nous sommes bien au-delà, nous n'avons pratiquement plus personne en dessous de $1 par jour. Donc, il y a vraiment... mais on voit comment la distribution se déplace. Alors, c'est intéressant, c'est qu'elle se déplace en support. Ce qu'on appelle le support de la distribution, c'est l'intervalle sur lequel ça monte au-dessus de 0. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la support de la distribution. Donc, vous voyez, là, le support, là, ça démarre là, mais ça, c'est en 2000, et maintenant, on est en 2018. Donc, là, ils sont à peu près au-dessus, là, ils sont à ce niveau-là. Et alors, ce qui est intéressant également, c'est que non seulement la courbe se déplace à droite, mais elle s'étale davantage, c'est-à-dire que les inégalités augmentent. La pauvreté est réduite, mais on voit que les inégalités augmentent à l'intérieur de la Chine. Vous voyez que vous voyez que le haut est beaucoup plus haut qu'il n'était avant, d'accord? Et la différence entre le haut et le bas, le ratio entre ça et ça est beaucoup plus important qu'avant entre ça et ça. Donc les inégalités ont augmenté, mais la pauvreté a baissé, d'accord? On va revoir ces choses-là, je vous en montre beaucoup des diagrammes comme ça. Toujours ces deux mouvements dont je vous parlais tout à l'heure. Hein.
Augmentation à l'intérieur, mais la pauvreté recule. D'accord? Donc, et donc, il y a plus grande dispersion des revenus en 2000 qu'en 70, et donc avec une hausse de la part du top 10% de la distribution des revenus. Alors, l'Inde, c'est à peu près la même chose, et je me déplace à droite, vous voyez, donc, et à nouveau, l'étalement augmente, mais moins qu'en Chine quand même. C'est intéressant, les inégalités intra augmentent moins qu'en Chine, en Inde. Voilà, donc ça, c'est intéressant à voir. Alors, c'est un pays qui peut-être initialement est beaucoup plus... avec plus d'inégalités. Vous voyez, il part avec plus d'inégalités au départ en Inde qu'en Chine. Vous voyez, c'est plus étalé là que là. Et là, on a tout le système des castes, à mon avis, qui explique quelque chose, je pense, quand même. Mais c'est intéressant que... Mais il y a toujours la même tendance à se déplacer vers la droite, à s'étaler davantage, bien qu'au début, je suis plus étalé qu'en Chine, et maintenant, un peu moins. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Les États-Unis, bon, là, tout le monde est au-dessus quand même de la pauvreté extrême. Et à nouveau, je pars vers la droite, mais l'étalement augmente également. Vous voyez, donc non seulement la courbe se déplace, mais elle s'étale davantage également, hein, la courbe des États-Unis. L'Indonésie, alors l'Indonésie, c'est très intéressant parce que l'Indonésie, vous voyez, il y a un déplacement vers la droite, mais après la crise financière de 97, entre 97 et 2000, vous voyez, on se déplace vers la gauche. Vous voyez, là, c'est 97, et on revient un peu vers la gauche entre 97 et 2000. Donc, vous voyez, la crise financière de 97 vous voyez, eh bien, en Asie du Sud-Est, en Indonésie, a eu cet effet de vous déplacer un petit peu la courbe vers la gauche. Il y a eu vous voyez, un recul temporaire. Voilà. Et également, l'étalement s'est un peu réduit entre 97 et 2000. Donc c'est intéressant, tant qu'on se développe, on croit, mais il y a 97, il y a la crise, et là, hop, on revient un petit peu, temporairement en tout cas, vers la gauche. C'est intéressant, on voit tout ça très bien, quoi. Voilà. Alors le Brésil, c'est intéressant, parce que le Brésil, eh bien, ça c'est le Brésil d'avant Lula, parce que vous voyez, regardez, alors peut-être que maintenant on va revenir là, mais avec Jair, voilà, mais... vous voyez, là, donc, on part de 70, donc alors, il y a beaucoup d'extrême pauvreté, et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on réduit quand même, déjà, avant Lula, on réduit, mais on n'élimine pas l'extrême pauvreté, on la réduit, et également, on augmente la part des revenus au top, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a un déplacement de la partie droite de la courbe. Donc on va on se déplace vers le haut, mais la partie gauche, si vous voulez, si vous voulez, la partie gauche, elle baisse un peu, donc on a une plus faible proportion en dessous, vous voyez, de très pauvres, mais quand même, la réduction de l'extrême pauvreté n'est pas énorme. Moi, je subodore que si je vais maintenant regarder le Brésil, je pense que quand même, avec les mesures de Lula, on a quand même beaucoup réduit ou presque éliminé l'extrême pauvreté, puisque Lula, quand même, s'est attaqué avec le Bolsa Familia beaucoup à ce problème-là. D'accord? Mais ça, malheureusement, nous n'avons pas les chiffres pour le Brésil maintenant. Voilà, donc ça, c'est pour le Brésil, avant Lula. D'accord? Nigeria, ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, on étale des deux côtés. Donc, vous voyez, 70 par rapport à 70 jusqu'à maintenant, eh bien, le Nigeria, vous voyez, c'est plus étalé des deux côtés. C'est-à-dire qu'à la fois, la pauvreté extrême a augmenté et les riches ont augmenté. Donc, le Nigeria est devenu beaucoup plus inégalitaire, mais la pauvreté a augmenté au Nigeria. Vous voyez? Alors que comme la Chine, par exemple, les inégalités augmentent, mais la pauvreté baisse. Tandis qu'au Nigeria, les pauvres deviennent plus pauvres et les riches plus riches, vous voyez, comme dans La folie des grandeurs, vous voyez? Voilà. D'accord? Donc, la part de l'extrême pauvreté a augmenté et les très hauts revenus aussi au Nigeria. Voilà. D'accord? Donc, ça, c'est intéressant. Et on voit aussi exactement que la courbe... vous voyez que la courbe ne se déplace pas vraiment vers la droite, vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu récession, croissance nulle, disons,
entre 70 et 2000. Maintenant, bon, il y a plus de croissance, peut-être ça se déplace un peu vers la droite, mais vous voyez qu'entre 70 et 2000, il n'y a pratiquement pas, il n'y a pas de déplacement vers la droite. Donc ce qu'on voit au Nigeria, c'est pratiquement pas de déplacement vers la droite et un étalement des deux côtés. Vous voyez, c'est intéressant par rapport à l'Asie du Sud-Est que j'ai représenté tout à l'heure. Alors au total, on constate un étalement de la distribution des revenus dans la plupart des pays étudiés, mais quand même, à part les pays d'Afrique, un recul de la pauvreté, et en gros, on observe ces deux mouvements-là. Voilà. Donc maintenant, je voudrais parler un petit peu de... je vais regarder, alors donc plus récemment, Piketty et co-auteurs ont regardé... Eh bien, il y a eu d'autres auteurs qui ont étendu ça à d'autres pays du monde. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle le World Inequality Report, qui est sorti avec Gabriel Zucman, notamment Saez, Zucman, que je connais bien, et Zucman qui a eu le prix du meilleur jeune économiste cette année. Donc, ont étendu cette... et on va voir en quoi ils ont amélioré par rapport à Salah et Martin, d'accord? Donc, l'idée est similaire de suivre la distribution des revenus dans le temps. Et eux, évidemment, leur intérêt, c'est surtout le top. Top 0,1, top 1, top 10. Moins l'inégalité globale, moins la pauvreté. Donc, ils mettent l'accent davantage sur le top income, d'accord? Et donc, en fait, je vous avais déjà parlé, moi, des travaux sur la France et les États-Unis. Ça, on l'étend à d'autres pays du monde. Alors que Salah et Martin s'appuyaient sur des données d'enquête de la Banque mondiale, la World Inequality Database essaie de s'appuyer au maximum sur des données de comptabilité nationale. Comme on l'a déjà vu avec l'étude du top 10 en France et aux États-Unis, il faut reconstruire l'ensemble de la distribution des revenus afin d'en déduire la part du top 10. Donc on essaie de reconstruire l'ensemble de la distribution et ensuite de dire je coupe au top 10 et j'essaie de voir quelle part du revenu le top 10 représente. Alors dans la plupart des pays riches, comme dans le cas de la France ou des États-Unis, on dispose de l'ensemble des fichiers fiscaux permettant de reconstruire la distribution des revenus après 80, mais avant 80, il existe des tableaux fiscaux indiquant le nombre de ménages par tranche de revenus et le revenu total collecté dans la tranche. Il est alors possible de reconstruire la courbe de distribution des revenus en supposant ce qu'on appelait une distribution de Pareto, et je vous avais dit ce que c'est une distribution de Pareto, c'est une distribution où, en fait, à chaque fois que je suis au-dessus de X%, il y a, voilà, c'est une forme particulière de distribution des revenus. Alors, en fait, ils le font pour des pays développés, mais il y a des pays pour la Chine ou l'Inde où les tableaux fiscaux ne couvrent qu'une partie de la population. Et alors, à ce moment-là, on combine ça avec des données d'enquête, comme fait Salah et Martin. Et pour les pays n'ayant aucune table fiscale, même pour les hauts revenus, seules les données d'enquête sont disponibles. Donc, si vous voulez, on améliore par rapport à Salah et Martin tant qu'on peut, et quand on ne peut pas, on se repose sur le même genre de données que Salah et Martin. En gros, c'est ça, quoi. Hein. On fait et on bouche les trous comme on peut. C'est toujours un peu pareil. Hein. D'accord? Alors, voilà, je vous montre déjà des choses un peu amusantes. C'est que, regardez, voyez, ça c'est intéressant. On regarde la part du top 10 dans différentes régions du monde en 2016. Voilà, et vous voyez que c'est assez intéressant. D'abord, il y a une hétérogénéité significative entre régions. Et vous voyez qu'en Europe, la part du top 10 pour l'Europe dans son ensemble, c'est le plus faible, c'est 37%. Mais vous voyez que le maximum, la médaille d'or, revient au Moyen-Orient, c'est 61%. Alors évidemment, là, il y avait un peu un débat, parce que Piketty disait, vous voyez que ça montre bien que ce n'est pas l'innovation dont parle Guillon. En gros, c'était ça. Il n'avait pas la courtoisie de me mentionner, mais enfin, quand il s'attaquait à l'innovation, on voyait très bien qui voulait parler. Mais suivez mon regard, voilà. Et évidemment, l'innovation au Moyen-Orient, ce n'est pas énorme, quoi. Voilà. Hein. Bon, je ne vais pas faire de mauvaises blagues. Voilà. Donc voilà. Donc si vous voulez, mais moi j'ai toujours dit qu'il y avait des Carlos Slim et des Steve Jobs. C'est vrai que vous avez exclusivement des Carlos Slim, essentiellement, disons, des Carlos Slim au Moyen-Orient. Mais les deux sont importants, d'accord? Mais aux États-Unis, il y a beaucoup de Steve Jobs, parce que aux États-Unis, ce qui compte, quand vous regardez, c'est de regarder la part du top 10, mais aussi de regarder ce que ces gens-là, il y a 20 ans, étaient dans le top 10. Vous comprenez? Ce qui est intéressant, ce n'est pas juste de savoir quelle est la part du top maintenant, c'est de savoir est-ce que les riches d'aujourd'hui étaient déjà riches il y a 20 ans? Est-ce que c'est les mêmes ou pas les mêmes? Aux États-Unis, il y a beaucoup de ce qu'on appelle le turnover. En Moyen-Orient, non, c'est les mêmes qui sont toujours riches. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est la grande différence.
Donc quand c'est les mêmes qui sont toujours, vous savez que c'est des Carlos Slim. Quand ce n'est pas les mêmes, vous savez que c'est plus des Steve Jobs et de l'innovation. En tout cas, que ça joue un rôle plus grand. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des gens qui étaient riches hier et aujourd'hui. Mais il y a davantage, disons, de turnover, comme on dit, de roulement aux États-Unis ou dans les pays développés qu'au Moyen-Orient. Donc ça, c'est intéressant quand même déjà d'avoir on voit bien apparaître les deux sources de top income, l'innovation et la rente pure, d'accord? Et les deux sont là. Et au Moyen-Orient, c'est la rente pure, voilà. Donc en Russie, on va voir qu'est-ce qui a provoqué. C'est une rente, mais plus récente. Et on va voir la Russie en plus en détail. Parce que là, je vous donne une photographie en 2016, mais je ne vous ai pas montré l'évolution au cours du temps. Et maintenant, je vais vous montrer l'évolution au cours du temps. Ça va? Je ne vais pas trop vite? Ça va? Ouais. Bon, alors, regardons l'évolution. Alors, l'évolution, c'est intéressant parce que, vous voyez, on regarde, on voit déjà que... Vous voyez ce qui est intéressant, c'est qu'au Moyen-Orient, la part, ça c'est l'évolution de la part du top 10 entre 80 et 2016. Ça augmente pas mal, mais vous voyez, on va voir tout de suite des différences intéressantes. C'est que regardez, d'abord aux États-Unis et au Canada, vous voyez, les États-Unis c'est le bleu, donc ça augmente tout le temps. Vous voyez, tout au long de cette période, vous avez cette augmentation du top, d'accord. Au Canada, le Canada, États-Unis-Canada, c'est ça, donc c'est cette courbe-là bleue. Vous voyez, ça c'est États-Unis plus Canada. Vous voyez, je la suis là. Vous voyez, voilà, augmentation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça augmente, mais c'est très au-dessous du Moyen-Orient. Regardez le Moyen-Orient et le Brésil avant 2015. Vous voyez, la part du top 10, elle est stable, elle n'augmente pas, elle était déjà très élevée en 90. Vous voyez? Ça baisse un tout petit peu au Brésil, mais à peine. Et vous voyez, Moyen-Orient, vous voyez, c'est essentiellement stable. Et donc, vous voyez, c'est des rentes au départ. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des parts, on comprend déjà que c'est vraiment des rentes. Vous voyez, c'est le pétrole, quoi. Et c'est ça qui fait que ça leur donne qu'ils ont une part des revenus très importante. Vous voyez? Et il n'y a pas de... Et là, c'était déjà élevé en 90. Il n'y a pas eu de... Tout ce qui est changement technique, innovation, etc., vous voyez, ne vous dit pas... Vous voyez, ça explique la croissance aux États-Unis, mais vous voyez qu'au Moyen-Orient, il n'y a pas de croissance dans la part des revenus. Vous voyez, c'est intéressant. Et alors, vous voyez, ce qui est intéressant également, c'est que vous avez des gens qui sautent, ils se mettent à sauter. Alors, vous voyez, la Chine, elle est là, et la Chine, elle saute... Alors, attendez que je regarde, la Chine, c'est celle-là. La Chine, elle se met à sauter ici, quoi. Vous voyez, la Chine est là, et clac, là, elle a un petit saut. Et le saut de la Chine, c'est en fait l'entrée dans l'OMC. Vous voyez, l'OMC a augmenté la part du top 10%. Vous voyez? Ce saut-là, ça, c'est la Chine. Vous voyez, le courbe en rouge. Et là, elle saute parce que c'est l'OMC. D'accord? Vous voyez? Et alors, maintenant, vous avez... Alors là, le truc spectaculaire, c'est évidemment... la Russie, vous voyez la Russie, c'est ça la Russie, non? Voilà, la Russie, boum, vous voyez, là, alors là, ça a été, on passe d'un des pays les plus égalitaires à parmi les pays les plus inégalitaires, vous voyez, donc ça, mass privatization, les oligarques, vous les avez là, les oligarques, hein, vous voyez, là, vous avez, voilà, donc là, un saut énorme en Russie, vous voyez, et ça, c'est la transition, d'accord? Voilà. Et l'Inde est également intéressante. Je ne veux pas passer trop de temps. L'Inde est en jaune. Et l'Inde, on voit que dans les années 90, les années 2000 aussi, l'Inde augmente pas mal. Et l'Inde, ça a été beaucoup les réformes, j'en parlerai tout à l'heure, de libéralisation des biens et services avec l'élimination du license Raj. C'était avant, quand on voulait créer une entreprise, il fallait faire des démarches administratives. Et ça, c'est sous le nom de license Raj. Et on a éliminé ce license Raj. Je pense que là, il doit y avoir un S en anglais, voilà, mais et on a libéralisé le commerce, voilà. Ça a été un facteur de croissance, mais également d'augmentation des inégalités, et j'y reviendrai tout à l'heure. D'accord? Donc, vous voyez toujours la même idée que j'augmente l'inégalité au sein de l'Inde, mais en même temps, l'Inde se développe, ce qui contribue à réduire les inégalités globales. Vous voyez, c'est intéressant quand même, comme on va revoir ça. Bon, alors là, je regarde Europe et US. Europe-US, bon, ben, vous voyez, la courbe en rouge, c'est la part du top 1% aux États-Unis. Et le bleu, c'est la part des 50% les plus faibles des revenus, d'accord? Et vous voyez que la part des 50% les plus faibles baisse aux États-Unis, notamment c'est les classes moyennes qui se font ratatiner, hein, aux États-Unis.
Et vous voyez la part du 1% qui augmente, d'accord? Alors en Europe, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une beaucoup plus grande stabilité de la part de 50% et du 1%. Vous voyez, ça augmente un tout petit peu, mais beaucoup moins. Donc le top inequality en Europe augmente beaucoup moins qu'en Europe de l'Ouest, beaucoup moins qu'aux États-Unis. D'accord? Donc ça, c'est intéressant, il faut quand même avoir ça en tête, quoi. Voilà, le phénomène était beaucoup moins fort en Europe de l'Ouest qu'aux États-Unis. Alors pourquoi aux États-Unis différent? Probablement parce qu'on a réduit la progressivité du barème fiscal. Il y a eu une série de dérégulations beaucoup plus et avec beaucoup moins de filets de sécurité qu'en Europe de l'Ouest. Et je pense que tout ça a contribué, évidemment, à cette beaucoup plus grande croissance du top 1%. Peut-être aussi que l'innovation était beaucoup plus importante. Il peut y avoir différents facteurs qui font que c'est le cas. Alors la Chine, c'est intéressant parce que la Chine, vous voyez à nouveau, je vous dis là, c'est l'effet globalement, vous voyez la courbe en rouge, c'est le top 10% globalement pour la Chine dans son ensemble. Et vous voyez que là, on monte beaucoup. Et là, c'est vraiment l'accès de la Chine à l'OMC, vous voyez, au commerce, l'accès, libre au commerce international. Et par contre, on voit surtout qu'après, on décompose entre la Chine rurale qui est en vert et la Chine urbaine qui est en bleu. Et vous voyez que c'est surtout la Chine urbaine. Vous voyez, quand la Chine rejoint l'OMC, ça fait surtout exploser les inégalités au top dans les zones urbaines, vous voyez, plus que dans les zones rurales. C'est intéressant, voilà. Hein? Voilà. Alors la Russie, eh ben, la part du top 10 est très stable de 1925 jusqu'à 1990, voyez. Et puis évidemment, là il y a la transition, et là, bang, regardez, c'est spectaculaire. En fait, si vous voulez, la Russie donne un exemple d'augmentation le plus rapide jamais connu des inégalités dans l'histoire du monde, quoi. C'est hallucinant ce qu'ils ont connu, quoi. Et vous voyez là, voilà. Et en fait, ils atteignent maintenant les niveaux observés aux États-Unis. Alors, c'est les privatisations, notamment les privatisations de masse, qui ont permis de concentrer énormément de richesses dans quelques mains, l'ouverture à l'économie, etc. Tout s'est un peu combiné pour faire croître énormément la part du top 10, quoi. Voilà. Donc, et puis depuis 1995, voilà. Voilà. Et là, évidemment, il y a eu chute dans le même temps de la part du top du bottom 50%, vous voyez. Donc là, vous avez voyez, la hausse, le top 10 augmente, et les 50% plus faibles, là, paf, tombent. Donc ça, c'est intéressant de voir ça. Alors l'Inde, maintenant, l'Inde, donc je vous ai dit, c'était les réformes qu'il y a eu en Inde. Et vous voyez, donc vous avez une hausse spectaculaire depuis les années 90, baisse du top 10, la baisse de la part du middle, si tu veux, des 40 plus faibles, des 40 au milieu, pardon. Le middle 40, c'est le pourcentage des 40% au milieu de la distribution. Et en fait, là, ça a été vraiment l'ouverture internationale et la libéralisation et la baisse de la réglementation, ce que je disais tout à l'heure, les license raj, en fait, je mettais l'élimination de toutes ces barrières à la création de nouvelles entreprises en Inde. En fait, ça a eu un effet de doper la croissance en Inde, mais ça a eu un effet d'augmenter la part du top 10. Mais en même temps, quand on regarde la croissance en Inde, elle s'est énormément accrue. Et ce qui est intéressant en Inde, c'est que, là, je ne vous montre pas, mais la pauvreté a chuté. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les réformes de Rajiv Gandhi, c'est Rajiv Gandhi qui a mis en œuvre ces réformes, qui après a été assassiné, mais ces réformes ont fait énormément, ont accéléré la croissance indienne, ce qui a fait reculer, chuter la pauvreté en Inde, mais en même temps, la part du top 10 a augmenté. C'est intéressant, les mêmes réformes. Donc l'Inde a contribué énormément à la réduction des inégalités globales et à la baisse de la pauvreté mondiale avec les réformes de Rajiv Gandhi, bien que les réformes de Rajiv Gandhi augmentent la part du top 10% en Inde même. Vous voyez le paradoxe? D'accord? Voilà. Alors donc pour résumer ce qu'on apprend en regardant à l'intérieur des pays, pour le moment, on voit qu'il y a tendance à l'augmentation des inégalités. Ça s'observe souvent particulièrement dans les BRICS depuis les années 90 pour différentes raisons. En Russie, parce que c'est la transition. En Chine, c'est la Chine qui rejoint l'OMC. En Inde, c'est les réformes de Rajiv Gandhi, etc. D'accord ?
Seule l'Europe parvient à conserver une part du top 10 assez stable, autour de 35% du revenu national depuis 1970. Donc c'est assez remarquable finalement qu'en Europe, eh bien, il y a eu une stabilité relative comme il n'y a pas eu d'écrasement des classes moyennes en Europe du tout, en Europe de l'Ouest, comme il y a eu aux États-Unis et dans d'autres pays. Voilà, donc là j'ai parlé des inégalités au sein des pays en les comparant et en voyant l'évolution de ces inégalités au cours du temps. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de regarder les inégalités entre pays. Alors évidemment, il y a une manière de montrer ça. Là, je reviens au livre de mon copain Angus Deaton. J'avais parlé de la partie, vous savez, dans ce livre, il y a deux parties. Il y a une partie sur la santé, que nous avons vue la dernière fois, et il y a une partie de ce livre sur les inégalités de richesse et leur évolution de revenus dans le temps. Et c'est de cette partie que je vais parler maintenant. Comme ça, vous aurez vraiment vu en long, en large, en travers le livre de Deaton. Vous pouvez aller le professer, vous pouvez aller prendre le livre de Deaton et aller le présenter vous-même. Voilà, welcome. Hein. Voilà. Donc, alors voilà, là, on a ce qu'on appelle des boîtes à moustaches. Vous saviez que ça s'appelait comme ça, vous? Moi, j'ai appris ça, boîte à moustaches. C'est rigolo, non? Bon, je vais boire un petit peu d'eau. Voilà. Alors voilà, ces boîtes à moustaches, elles vous montrent, vous voyez, elles sont à plusieurs niveaux. Elles vous montrent, vous voyez, là, ça c'est le niveau moyen du 10e percentile en haut. Vous voyez, de dire, voilà, le 10e percentile des revenus, il est là. Et puis ensuite, vous avez ceux qui sont au 25e percentile. Vous voyez, vous pouvez dire, voilà, la distribution des revenus, en gros, la distribution des revenus, vous voyez, donc vous avez des quarts, hein, et puis des percentiles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, j'arrive à 10. D'accord? Donc le 10e percentile du haut, c'est celui-là. Vous avez ensuite, vous êtes à le 25e. Alors attendez, si je fais P10, c'est plutôt en bas, non? Le P10. Le P10, c'est en bas, donc le P10, c'est là. Ensuite, vous avez le P25 qui est là. Ensuite, vous avez la médiane, hein, qui est à 50. Et ensuite, vous avez le P75. Alors, il est là. Et ensuite, vous avez le P90, d'accord? D'accord, donc ça, c'est le P90, c'est la moyenne sur les 10. Hein, c'est chaque fois la moyenne sur les 10%. C'est à chaque fois la moyenne. Hein, c'est ça. À combien je suis, à quel niveau je suis. Donc, ce qui est intéressant, et alors en général, donc il dit voilà, tu as le P10 à ce niveau-là, tu as le P25, tu as la médiane, tu as le P75, pardon, le P10, le P25, la médiane, le P90, le P75, le P90. Et quand il y a vraiment, et en général, c'est qu'on dit, ben voilà, en général, les revenus, c'est pratiquement tout cela. Si j'ai vraiment des gens qui sont très à l'extérieur, je mets au-dessus des points. Voilà. Quand j'ai vraiment des gens qui sont très au-dessus et qui représentent une fraction importante du revenu et qui sont très au-dessus, à ce moment-là, Deaton vous représente des points. Mais quand il y a très peu de gens comme ça qui ne représentent pas grand-chose, eh bien, ils sont agglomérés à la ligne, au P10, au P... voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, on voit que les boîtes, vous voyez, elles s'élèvent au cours du temps. Donc, première chose, c'est que ces boîtes s'élèvent. Et si vous regardez les médianes augmentent, mais la boîte dans son ensemble. Ça veut dire que vous avez la croissance du PIB par tête dans l'ensemble des pays. Alors là, il ne regarde que les 24 pays les plus riches, Australie, Autriche, Belgique, etc., bah, nos pays, États-Unis, Canada, d'accord? Donc tout ça, c'est les pays, c'est vraiment les 24 pays les plus riches. Et on voit que quand même, la première chose que l'on voit, eh bien, c'est que le revenu moyen, le revenu médian augmente. Et en fait, c'est parce que vous avez croissance du PIB par tête aussi dans ces pays, quoi. Voilà. Donc, en gros, le fait que ça augmente veut dire qu'il y a croissance. D'accord? Donc, on se déplace. Même le plus pauvre, il augmente. Vous voyez ce que je veux dire? La boîte se déplace. D'accord? Comme ça. La deuxième chose, c'est que, eh bien, la réduction, ce qui est intéressant aussi, c'est que la boîte, vous voyez, elle est assez longue à gauche et elle se ratatine à droite, vous voyez? Et donc, ça veut dire qu'en fait, il y a une certaine convergence entre pays riches. Voyez, c'est ça qu'il dit. Vous voyez, parce que lui regarde les PIB par tête des pays. Ce n'est pas à l'intérieur des pays. Hein.
c'est le PIB par tête entre pays. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il regarde à quel niveau. Vous voyez, donc, c'est la distribution des revenus de pays. Ce n'est pas au sein des pays, c'est entre pays. Vous comprenez? Vous voyez? Vous ne voyez pas. Je reviens. Quand je dis le P10 ou le P90, c'est parmi les pays, c'est les PIB par tête des pays, d'accord? Donc je dis, voilà, ceux qui sont dans le 90e percentile, ils sont à quel niveau? Ceux qui sont le 75, ils sont à quel niveau? Ceux qui sont là, ils sont à quel niveau? Vous voyez ce que je veux dire? Mais évidemment, tout ça, donc d'abord, la première chose, c'est que ça augmente, c'est-à-dire que, vous voyez, le plus pauvre des pays est moins pauvre, et moins pauvre, et moins pauvre, et moins pauvre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça augmente, donc ça, c'est un peu. Deuxièmement, les PIB entre pays, c'est-à-dire que la différence de niveau de PIB par tête entre le pays le plus riche parmi ces pays-là et le pays le plus pauvre est moins élevé là qu'il est là. Vous comprenez maintenant? Voilà. D'accord? Ça veut dire qu'il y a convergence parmi les pays riches. Ils convergent les uns vers les autres en niveau de vie. Donc tous les niveaux de vie augmentent et en plus il y a convergence. D'accord? On est d'accord maintenant? Désolé d'avoir été un petit peu... Voilà. Alors, maintenant, si je fais le même exercice, au lieu de faire ça restreint aux pays développés, je fais le même exercice pour tous les pays du monde, vous voyez que ça change beaucoup. D'abord, vous voyez que ça augmente beaucoup moins, là. Vous voyez, il y a croissance quand même, à part si on exclut ça. On a quand même une croissance. Vous voyez, la médiane croît, d'accord, mais beaucoup moins qu'avant. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que la taille de la boîte est plus grande là que là, alors qu'avant, la taille de la boîte là était plus petite que là. Ça veut dire que là, globalement, eh bien, il y a plutôt divergence et pas convergence. Le PIB par tête du pays le plus riche rapporté au PIB par tête du pays le plus pauvre, le ratio a augmenté au cours du temps. Si je me restreins aux pays riches, le ratio a diminué au cours du temps. Ça veut dire qu'il y a convergence parmi les pays développés, mais il y a plutôt divergence au niveau global. Je vous ai parlé tout à l'heure de club convergence. Je vous ai dit qu'il y a des pays qui convergent, des pays qui ne convergent pas. Eh bien, c'est ça que ça reflète. Ça veut dire qu'en fait, la convergence est un phénomène imparfait. Si je me restreins aux pays riches, il y a convergence. Si je mélange les pays riches plus Asie du Sud-Est, là, vous avez très fortement convergence. Mais si je rajoute l'Afrique, là, il y a divergence. D'accord? Voilà. Vous voyez, alors voilà, donc ça c'est une chose intéressante, voilà, on verra tout à l'heure. À noter dans ce truc-là, c'est que dans une des limites de l'exercice de Deaton, c'est que chaque pays compte pour un point chez lui. Donc la Chine compte autant que le Liechtenstein, vous voyez? Ça, c'est un peu embêtant. Vous voyez, par rapport aux inégalités globales, je vous ai dit évidemment, je veux voir les inégalités entre pays, mais normalement, je ne devrais pas donner le même poids au Liechtenstein et à la Chine. Si ensuite je veux pouvoir parler de l'inégalité globale. Bon, ça, c'est une des limites de cette analyse, d'accord? On reviendra tout à l'heure. Voilà. Alors là, on regarde voyez, le ratio entre PIB par tête du capital du pays le plus riche voyez, et par rapport aux États. Alors l'Éthiopie, vous voyez, regardez, alors là, en 60, c'est l'Éthiopie. Si vous voyez le ratio, vous voyez l'Éthiopie, ça c'est voyez, le revenu par tête, voyez, voyez l'évolution depuis 1870. Et vous voyez que le ratio entre la Chine, qui a le revenu par tête le plus élevé en 60, et le plus pauvre qui est l'Éthiopie, on a un ratio de 38,5. Et alors que ce ratio, il monte à 45,2 en 90. Et si je continuais 2000, etc., eh bien, ça augmente encore. C'est-à-dire qu'on voit bien le phénomène de divergence, disons, des niveaux, vous voyez, des ratios de PIB par tête entre le plus riche et le plus pauvre. D'accord? Vous voyez ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y a convergence entre les pays riches, des gros pays comme la Chine et l'Inde vont converger, mais si je regarde le ratio du PIB par tête du pays le plus riche, du pays le plus pauvre, ce ratio-là a augmenté au cours du temps. D'accord? Vous voyez ces tendances? D'accord? Alors maintenant, l'évolution, quand je vous ai dit, je voudrais déduire de ça quelque chose sur la distribution mondiale. Je vous ai parlé de l'évolution de la distribution des revenus à l'intérieur des pays. Ensuite, je vous ai parlé de la convergence ou non-convergence entre pays. Et j'aimerais déduire de tout ça quelque chose sur l'évolution de la distribution des revenus globalement.
c'est-à-dire en regardant individuellement, mais en prenant le monde entier. C'est-à-dire, j'aimerais dire, voilà, maintenant, je prends le monde et je regarde je regarde deux individus dans le monde, peu importe les pays, et je voudrais savoir est-ce que les inégalités entre eux ont augmenté ou baissé. Donc, j'utilise des informations sur les inégalités au sein de chaque pays et de la convergence ou divergence entre pays. Mais évidemment, avec la limitation que j'ai dit tout à l'heure, la Chine comptant pour un, ça, c'est pas bon. Il faut donner plus de poids. Si la Chine ou l'Inde convergent, ça suffit à réduire les inégalités globales, mesurées en comparant la richesse de l'ensemble des individus du monde à parité de pouvoir d'achat. Et ça, on n'en a pas rendu compte dans la transparent précédent, puisque je comptais chaque pays comme un pays, d'accord? Alors voilà ce diagramme-là. Ce diagramme, c'est intéressant, parce qu'il représente, en fait, il est tiré donc du World Inequality Report, que j'ai mentionné tout à l'heure, et il représente la croissance du revenu réel par adulte selon sa place dans la distribution. Alors, vous voyez que c'est fait, la carte est faite de manière amusante, puisqu'il donne, vous voyez, il y a quand même un biais très fort de nos amis Piketty sur le top income, puisque, vous voyez, regardez, toute la place que prend le dernier décile par rapport aux autres. D'accord? C'est juste pour détailler, quoi. Hein? D'accord? Donc, ils vous disent, ben voilà, en bas, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'essor des pays émergents. Ce qui se passe ici, c'est qu'à cause du fait que les pays émergents ont augmenté, vous voyez, l'Asie du Sud-Est, l'Inde après la réforme du Raj, la Chine avec les réformes, avec l'Organisation mondiale du commerce, etc., les classes moyennes des pays émergents ont connu une forte croissance de leurs revenus. Ça explique qu'il y ait ce fort taux de croissance, vous voyez, dans les pays émergents du revenu par tête. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais évidemment, ces gens-là sont essentiellement ils sont mondialement à ce niveau-là. Ça, c'est les classes moyennes des pays émergents qui sont là. D'accord? Alors ensuite, qu'est-ce que vous avez là? La croissance est beaucoup moins forte ici. Là, c'est les classes moyennes des pays développés. Et là, le revenu croît moins. Et là, vous avez le top income de tous les pays, émergents et développés. Et eux, ils augmentent très vite. Vous voyez? C'est comme ça que vous avez cette courbe. Ça, c'est les classes moyennes des pays émergents, classe moyenne de l'Europe, États-Unis, et ça, c'est le top income de partout. Et vous voyez les tendances différentes. D'accord? Alors évidemment, vous voulez savoir globalement, qu'est-ce que ça vous donne pour le 10%? Évidemment, vous avez l'impression ici que d'un coup, vous pensez que le top income mondialement va augmenter énormément. Mais non, parce qu'en fait, il y a très peu de monde ici. Il y a beaucoup de gens là et très peu de gens là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand je regardais la part du top 10 mondial, je dois donner beaucoup moins de poids à ça qu'à ça. Vous comprenez? Et ce n'est pas étonnant du coup que j'obtienne cette courbe-là. C'est-à-dire que si je regarde le top 1% mondial, il augmente, mais il n'augmente pas horrible. Il passe de 16% en 80 à 21% en 2015. Ce n'est pas une augmentation explosive. C'est parce qu'en fait, j'ai très peu de top. Vous comprenez? L'essentiel, c'est les mouvements des classes moyennes. Vous voyez? Et vous voyez que les 50% des plus bas revenus restent essentiellement stables, augmentent très légèrement, ou restent stables autour de 9%. Vous voyez, donc, si vous regardez globalement la distribution des revenus, vous voyez en termes de part des 50% les moins importants, ou du top 1%, ou du top 10, du top 1, là, vous voyez qu'il y a hausse, mais il n'y a pas une hausse explosive, parce que là, dans le truc ici, ces gens qui captent les tout plus hauts, qui dont la croissance, ils représentent très peu par rapport en termes mondiaux. Vous voyez? Comme des fois, je vous dis, la Chine représente beaucoup plus que ce que vous pensez, et le top, il représente beaucoup moins que ce que vous pensez. Donc ça vous redimensionne tout quand vous regardez l'évolution globale de la distribution des revenus. D'accord? Voilà. Alors maintenant, si je veux regarder la distribution mondiale, là, on a regardé le top income. Alors maintenant, on peut dire, mais moi, je m'intéresse à d'autres choses également. Je m'intéresse au Gini et je m'intéresse à la pauvreté. Et ça, il y a très peu dans le rapport Piketty. Il regarde le top income, mais poverty, il ne regarde pas. Et c'est très important, la pauvreté. Hein. Voilà, moi c'est toujours l'histoire que je vous ai racontée entre Otello de Carvalho et Olof Palme. Otello de Carvalho qui va voir Olof Palme, et Olof Palme qui demande à Otello de Carvalho comment ça se passe au Portugal. Il dit très très bien, il y a beaucoup moins de riches. Et Otello demande à Olof Palme, et toi comment ça se passe en Suède? Et Palme dit, on est très content, il y a beaucoup moins de pauvres. Voilà, donc voilà, bon, donc je reprends sur ces bonnes devises.
je regarde d'autres mesures que le top pourcent, dont je me soucie par ailleurs, pour d'autres raisons. Mais je regarde ici la distribution mondiale. Alors là, donc là, je regarde simplement l'évolution de la distribution des revenus. Et ça, vous savez, je vais regarder ce diagramme pour différents pays. Là, je regarde mondialement. Donc, dans le même papier de Salah et Martin, celui-là de cela, que j'avais montré, eh bien, je regarde l'évolution de l'avant, et on voit qu'effectivement, jusqu'à 2000, la courbe se déplace vers la droite et le taux de pauvreté est réduit. Donc, j'ai déplacement de la distribution des revenus vers la droite au cours du temps, hausse des revenus pour la majorité des individus, diminution de la fraction en dessous du seuil de pauvreté, voilà. Mais évidemment, il faut regarder plus précisément. Mais déjà, j'ai quand même une idée que vous voyez que quand même la pauvreté extrême, on voit qu'elle recule, et il y a quand même évidemment plus de gens au top, et déplacement vers la droite, et on voit que le seuil la masse de gens au-dessous du seuil de pauvreté est réduite déjà. Déjà, on le voit sur ce diagramme. D'accord? Alors maintenant, je regarde ici. Là, il y a différentes mesures de seuil de pauvreté. C'est 4 courbes, mais chacune de ces courbes correspond à un seuil de pauvreté différent. Et la Banque mondiale, qui est $1 par jour, je crois que c'est celui-là, hein, c'est celle du bas, exactement. Et vous voyez que toutes ces courbes, les taux de pauvreté sont réduits. Vous voyez que je regarde la pauvreté mondiale, eh bien, ça va jusqu'à 2000, parce que Salah et Martin, son article est juste après 2000, mais il faudrait continuer, je vous garantis que ça va continuer de baisser. Et en fait, les taux de pauvreté n'ont cessé de diminuer, quelle que soit la mesure de pauvreté que l'on considère. Voilà. Donc c'est quand même une chose importante. Voilà. D'accord. Si on considère la définition de la Banque mondiale, revenu annuel de $495, le taux de pauvreté est passé de 14,4 de la population mondiale à 5,7 en 2000. Vous voyez, et nous, on est encore bien au-dessous maintenant. Donc c'est quand même, vous voyez là, et c'est d'autant plus impressionnant que la population mondiale a augmenté de près de 50%, passant de 3,5 à 5,7 milliards entre 1970 et 2000. Donc vous avez une population beaucoup plus nombreuse, mais une fraction qui est en dessous du seuil de pauvreté beaucoup plus faible qu'avant. Donc c'est remarquable ce qui a été fait. Vous voyez, ça vous donne quand même l'ampleur de ce qui a été fait. D'accord ? Alors, cette baisse de pauvreté est commune à l'ensemble des régions du monde, mais seulement vous voyez qu'elle n'est pas partout. Vous voyez, l'Afrique a vu son taux de pauvreté augmenter. Ça, c'est l'Afrique. Ça, c'est toutes les autres régions du monde. Vous voyez, ça, c'est quand même... Alors, peut-être que depuis 2000, avec la croissance de certains pays, mais je ne crois pas que ce soit inversé encore, hein. Mais en tout cas, jusqu'en 2000, le taux de pauvreté augmente en Afrique. Je vous avais montré le Nigeria. Vous vous souvenez du Nigeria, où ça augmentait? Le Nigeria était très représentatif de ce qui se passe en Afrique. Vous voyez, intéressant. Alors maintenant, il y a la pauvreté, il y a le Gini. Vous savez, le Gini, c'est l'écart à l'égalité parfaite. Vous savez, je vous avais construit la courbe de Gini la dernière fois. C'est une mesure d'écart à l'égalité parfaite globalement pour la population. Donc on voit que, regardez, mondialement, le Gini baisse. Vous voyez, quand plus on a un Gini faible, plus on est proche de l'égalité parfaite. Vous voyez? Et le Gini est assez stable dans les années 70, et puis il commence à baisser. Vous voyez? Il baisse à partir des début des années 80. Et donc, il y a une diminution des inégalités globales de 4% entre 1979 et 2000, vous voyez, et ça a continué de baisser depuis. Donc ça, c'est quand même intéressant. Vous voyez, globalement, les inégalités ont baissé. Alors, vous avez vu tout à l'heure, je vous avais montré que le ratio des PIB par tête entre pays les plus riches et pays les plus pauvres avait augmenté, mais ceci dit, vous avez énormément, c'est des pays comme la Chine et l'Inde qui se sont mis à converger, qui ont entraîné cette baisse de la pauvreté, cette baisse du Gini. Vous voyez, c'est que, voilà, dans le truc que je vous avais montré, je comptais chaque pays comme un pays. Il ne faut pas faire ça, il faut donner beaucoup plus de poids à la Chine et l'Inde, évidemment. Hein? D'accord? Et alors d'ailleurs, vous le voyez ici, c'est très intéressant. Ici, je regarde, là, je regarde en excluant différents pays, vous voyez? Et là, j'exclus un pays. Et vous voyez que la courbe qui est en gris clair, c'est que je fais cet exercice que j'ai fait là, mais en excluant la Chine. Et vous voyez, si vous excluez la Chine, le Gini augmente. C'est intéressant. C'est la Chine qui fait baisser le Gini. C'est intéressant, hein? Donc, récapitulons. Entre pays, divergence du PIB par tête moyen, mais en même temps, on ne donne pas le poids qu'il faut au pays. Il faudrait évidemment pondérer par la population des pays. Quand vous passez, regardez entre individus,
Et c'est ça que, pour arriver vous voyez, du between country à l'inégalité globale entre individus dans le monde, il faut faire cette pondération. Et dire, voilà, la Chine, ce n'est pas le Liechtenstein. Et alors, quand vous regardez au total, vous avez une hausse de la part du top 1% qui passe de 16% en 80 à 21 en 2015, donc une augmentation, mais pas énorme. Vous avez une baisse du Gini et vous avez une baisse sensible de la pauvreté, sauf en Afrique à ce moment-là. Donc c'est quand même intéressant. Donc, globalement, c'était un mouvement quand même, on ne peut pas dire simplement les inégalités ont augmenté, ce n'est pas possible. On dit non, le top a augmenté, mais la pauvreté a reculé et le Gini a baissé. Et c'est ça l'image complète. Et c'est dû beaucoup à la croissance. La croissance de la Chine et la croissance de l'Inde ont contribué énormément à la réduction des inégalités. Vous voyez ? C'est pour ça que je veux dire, on ne peut pas vouloir dire je réduis les inégalités et avoir des politiques anti-croissance. Voilà, ce n'est pas sérieux. Il faut avoir des politiques redistributives, mais elles ne doivent pas être contre la croissance, parce que la croissance est un des instruments majeurs de recul de la pauvreté et de baisse des inégalités globales. Voilà. Donc ça, c'est quand même une leçon importante de cette... Alors, je dis maintenant, ben voilà, la convergence. Je vais parler un petit peu de la convergence, et après, je ferai une pause. Hein. Donc, accordez-moi 5 minutes, et après, je fais une petite pause. Est-ce que je voulais que je fasse la pause maintenant ou je fais la pause dans 5 minutes? On fait la pause maintenant? Allez, petite pause. 5 minutes, hein, parce qu'on a du pain sur la planche aujourd'hui. Bon, je vais reprendre peut-être là. Voilà. Allez. Ah oui, on a beaucoup de choses à faire encore là. À peine Alors, juste simplement sur les facteurs de convergence, mais on va revenir là-dessus plus en détail. Il y a un économiste, un historien de l'économie, qui est un historien de la croissance, qui s'appelle Kevin O'Rourke, dont je vous conseille de lire. Et il a essayé de comprendre, disons, un facteur, disons, de dire, voilà, un des facteurs que j'ai mentionné au début du cours, des facteurs de convergence. Et j'avais dit la convergence des prix de facteurs. Vous voyez, par exemple, vous libéralisez le commerce entre les États-Unis et la Chine. Du coup, la Chine produit surtout des biens intenses en travail non qualifié. Ben, évidemment, comme la demande pour ces biens va augmenter, ça va valoriser le salaire des travailleurs non qualifiés en Inde, en Chine, tandis que ça va la dévaloriser aux États-Unis puisqu'il y a la concurrence des produits venant de la Chine. D'accord ? Donc, ça fait une convergence des prix de facteurs. Et l'autre, j'avais parlé de la diffusion du savoir. Donc, je vais vous montrer donc, O'Rourke avec Jeffrey Williamson, qui a été aussi mon co-auteur sur un autre livre, qui est un très bon historien de l'économie. Donc, j'aurais mentionné Jeff Williamson, quand même mes co-auteurs, je dois les traiter correctement. Il est formidable, Jeff Williamson. Jeff Williamson. Voilà. Et donc, ce qu'il montre, en fait, c'est qu'il regarde, en fait, vous voyez, là, le diagramme du haut, c'est la variance, si vous voulez, c'est la dispersion des salaires en prenant différents groupes de pays. Et le diagramme le plus intéressant, c'est celui du haut, parce qu'il y a 17 pays. C'est des pays développés, essentiellement. Hein. Mais il y a aussi quelques pays d'Amérique latine. C'est des gros pays, quoi, en fait. Hein, j'inclus des gros pays. Alors évidemment, il y a toujours le problème quand je prends 17 pays. Est-ce que c'est tout à fait représentatif, pas tout à fait représentatif? Mais on peut prendre les pays différemment. Et ce qu'on voit, c'est que la dispersion des salaires baisse au cours du temps. Vous voyez, jusqu'en 1911, là, il y a baisse. Alors on voit déjà une baisse de la dispersion entre pays, ce qui pour eux dit qu'il y a une certaine convergence entre pays. Voilà. Donc ça, c'est une convergence fin du 19e, début 20e siècle. Hein. Et donc, cette convergence se traduit par une baisse de la dispersion des salaires. Et là, une baisse de la dispersion du PIB par tête également. Et là, là vous avez la dispersion du PIB par tête. Vous voyez, donc ça, c'est le diagramme du bas. Et vous voyez que dans les deux, vous voyez, il y a tendance à y avoir une baisse de la dispersion des PIB par tête. Voilà. Donc, ils disent, voilà, on voit sur données historiques un phénomène de convergence. Alors, ils ne disent pas vraiment voilà, ils pensent que c'est lié aux facteurs, puisqu'ils disent, vous voyez, les salaires, la dispersion des salaires baisse en même temps, mais ce n'est pas vraiment de la causalité. Ils disent, on a d'un côté la baisse de la dispersion des PIB par tête, et de l'autre côté, on voit qu'on a quand même une baisse dans la dispersion des salaires. Et donc, il dit, ben voilà, c'est pas un truc convaincant complètement. Maintenant, l'économétrie, on serait rejeté de n'importe quel journal si on disait ça, parce que ce n'est pas une preuve de causalité. Mais en tout cas, c'est une heureuse coïncidence, voilà. Hein, d'accord ? C'est une heureuse... c'est bien que les deux aillent dans le même sens, voilà.
Dans ce diagramme, là, vous avez ici les écarts de prix. Ça, c'est des prix, en fait, des prix d'input entre, voyez, entre pays. Ah non, ça, c'est donc entre Europe et États-Unis. Les prix des inputs, eh bien, l'écart baisse. Voilà, ça, c'est les écarts de baisse entre les prix anglais et les prix américains. Voilà, et en gros, bon, ça, c'est le réel, le prédit. Et en gros, ils disent que l'important, c'est que ça baisse. Voilà. Donc, le prix des inputs a l'air de baisser entre le ratio des prix d'input a l'air de baisser entre les États-Unis et le Royaume-Uni, et toujours sur cette même période, hein, fin 18e, début 19e. Et là, ce que vous avez ici, c'est en fait les coûts de transport. Vous voyez, vous avez les coûts de transport qui baissent aussi également. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez donc, vous voyez, c'est en termes de charbon. C'est le coût que ça met pour transporter une tonne de charbon, et ça baisse également. Donc eux disent, ben voilà, ce qui est intéressant, donc ça c'est indice britannique, North Index, je ne sais pas d'où ça vient exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on dit, ben voilà, il y a un phénomène, en tout cas la fin du 19e, début 20e, c'est une période de convergence. Parce qu'en gros, c'est une période de, eh bien, le commerce est relativement libéralisé, les inputs, les prix des inputs convergent, les salaires convergent. C'est une période de libéralisation qui va précéder une période de nationalisme. Vous voyez, et donc c'est intéressant, l'histoire peut se reproduire. La fin du 19e siècle est une période de relative libéralisation. Voilà. Et en fait, le premier détenteur de la chaire d'économie du Collège de France, qui était Leroy-Beaulieu, c'était Leroy-Beaulieu qui était un fervent partisan de la libéralisation du commerce, France, Angleterre, etc. Voilà, il était très, très dans son optique. Voilà, en tout cas, c'est intéressant. Ils disent, voilà, il y a cette convergence au XIXe siècle que l'on voit, qui est reliée à la convergence des salaires, à la convergence des prix des inputs, à la baisse des coûts de transport. Tout ça, ça va dans le sens de on converge, et voilà. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir, là j'ai donc vous voyez, la dispersion de salaire réelle, et vous voyez, donc j'avais vu qu'il y avait jusque-là dispersion qui augmente, et après, il va y avoir une augmentation, ça va être 14-18, et après, vous voyez, jusqu'à 36, après ça redescend, et après ça va réaugmenter. Vous voyez, c'est intéressant. Et là, il va y avoir la Deuxième Guerre, vous voyez. Et chaque fois que vous avez des mouvements nationalistes ou eh bien, vous voyez que la convergence, la dispersion augmente, vous voyez, et que la convergence baisse. C'est intéressant. Donc, peut-être que maintenant, est-ce qu'on est à la veille à nouveau d'une période où où la dispersion va réaugmenter? C'est intéressant d'apprendre de l'histoire, vous voyez. Alors, il y a l'autre aspect qui est la diffusion du savoir. Et là, il y a un truc très joli, c'est basé sur des travaux. Timothée est là, donc s'il y a des erreurs, c'est entièrement Timothée. Hein. Si c'est juste, c'est grâce à moi, et si c'est faux, c'est grâce à cause de lui. Voilà, hein. C'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Et là, ça vous montre en fait, on regarde, alors c'est des firmes françaises hein, qu'on regarde, qui exportent à l'étranger. Et on regarde, et c'est très intéressant parce qu'à partir du moment où une firme se met à exporter à l'étranger, Timothée est là pour me corriger, c'est ça qui est génial, à partir du moment où j'exporte à l'étranger, c'est les citations à mes brevets antérieurs à mon exportation. Et vous voyez que à partir du moment zéro, le temps zéro, c'est le temps où je rentre dans un marché, et vous voyez que les citations de mes brevets antérieurs se met à augmenter, venant du pays lui-même, se met à augmenter beaucoup. C'est-à-dire que quand j'exporte, eh bien, j'induis un transfert de savoir. Parce qu'évidemment, les gens qui vont utiliser mon savoir, ils doivent me citer. Ils ne peuvent pas m'utiliser sans me citer. Et donc, ça, c'est une mesure de transfert de savoir, vous voyez. Quand vous faites du commerce, le commerce, c'est bon parce que ça fait baisser les prix, donc c'est bon. Le commerce, c'est bon parce que ça induit l'innovation, mais le commerce, c'est bon aussi parce qu'il induit des transferts de technologie, et on le voit très clairement, dès que j'exporte, eh bien, mes brevets antérieurs se mettent à être beaucoup plus cités dans ce pays qu'ils ne l'étaient auparavant. Voilà. Donc, c'est une belle voilà, preuve de diffusion. Enfin, c'est un projet qu'on est en train de développer, et donc avec des données de citation pour pouvoir parler de ces choses-là. Voilà. Alors, conclusion, les inégalités se sont sensiblement accrues au sein de certains pays, en particulier la part du top income.
Donc ça, c'est la mondialisation, le skill-based technical change, transition des pays de l'ex-bloc soviétique. Donc ça a accru la part du top 10 ou du top 1%, mais les forces de convergence ont également joué pour faire baisser le taux de pauvreté et l'inégalité globale, quoi. Et donc, voilà. Et on a vu que derrière la convergence, il y a à la fois la convergence des prix de facteurs qui jouent, et il y a également eh bien, les diffusions de savoir qui jouent un rôle important comme facteur de convergence. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce que je retiens de cette partie. Alors maintenant, je vais passer à la deuxième partie de mon exposé d'aujourd'hui. Alors, voilà. Je fais, voilà. Donc ça, c'est la middle income trap. Voilà. Voilà. Alors, c'est la trappe de transition. Mais voilà, on va dire comment. Alors, je vais vous choquer beaucoup, là, dans ce que je vais vous raconter. Hein. Voilà, mais ça va être... Alors, je voudrais d'abord vous montrer... Alors là, c'est vraiment l'idée, je m'intéresse vraiment à la convergence, et je veux regarder le phénomène de convergence de plus près. Et je m'intéresse notamment à ce phénomène qui fait qu'il y a des pays qui commencent à converger, mais qui s'arrêtent en chemin. Et je veux comprendre ce phénomène, d'accord ? Donc, je vais parler de ça en détail. Alors, ça, c'est tiré du livre de Gilles Berset, Antonin Vergeot et Rémi Leca, que je vous avais mentionné au début, qui s'appelle L'espoir de la croissance. Oh là là, zut. Odile Jacob, et je n'ai pas le titre exact, mais c'est... voilà, donc c'est Bergeot, 7, Leca. Je vais vous marquer les noms au tableau, parce qu'il y a plusieurs courbes qui vont venir de chez eux. Bergeot, 7, Leca, chez Odile Jacob. Donc là, il regarde, en fait, si vous voulez, cette figure, c'est la part du PIB mondial des différentes régions du monde. Alors vous voyez, regardez, vous voyez que l'Est, le bloc de l'Est est là. Et vous voyez, c'est le bloc de l'Est. Et vous voyez, ça s'effondre. À partir de 90, le bloc de l'Est s'effondre. Vous voyez là? Voilà, là. Vous avez ensuite l'Asie. L'Asie est là. Et vous voyez, l'Asie, elle augmente énormément. Et ça, c'est l'Asie. L'Est s'effondre et l'Asie augmente. Vous voyez? Et l'Occident baisse quand même. Hein. L'Occident représente en 2015 43% du PIB mondial. L'Asie représente 38% du PIB mondial. D'accord? Voilà. Première figure. Deuxième figure vient toujours de Bergeot 7 Leca. C'est le ratio vous voyez, du PIB par tête des BRIC par rapport au G7, aux pays du G7, d'accord? Et aux pays développés. Et vous voyez que les niveaux relatifs sont relativement stables, disons peut-être avec une certaine baisse. Et alors ça, c'est pour l'ensemble. Et après, on décompose. La courbe de crête vous donne l'ensemble. Et après, vous décomposez entre Russie, Brésil, Inde et Chine, d'accord? Donc, pour l'ensemble, vous voyez que c'est peut-être un léger déclin jusque-là, 40. Après, ça baisse là sensiblement. Et vous voyez qu'il y a réaugmentation après 90, quoi. Et là, vraiment, on rattrape pratiquement vous voyez, les niveaux du G7. C'est tout à fait, donc c'est le ratio. Vous voyez, on rattrape presque 1, quoi. Donc, c'est très intéressant parce que c'est tout l'ensemble du G7 et l'ensemble des BRIC, c'est ça qu'on veut dire. Hein. C'est l'ensemble du G7 et l'ensemble des BRIC. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, il faut regarder, il faut décomposer. Vous voyez que, donc, hausse rapide, et vous voyez que la hausse, c'est surtout la Chine. Vous voyez, la Chine, c'est quand même très important, et l'Inde, vous voyez, qui est là. Vous voyez? Et évidemment, la Russie et le Brésil, c'est beaucoup moins. C'est vraiment la Chine et l'Inde qui vous donnent l'essentiel de l'augmentation. D'accord? Voilà. On revient à des choses qu'on a vues tout à l'heure. Alors ça, c'est une courbe que j'aime bien, que j'avais dans ma leçon inaugurale, vous voyez, comme quoi, voilà, hein, on ne se contredit pas en 4 ans. C'était une courbe que j'avais faite avec Antonin, d'ailleurs. C'est le ratio du PIB par habitant Argentine sur le ratio du PIB, sur le PIB par habitant États-Unis. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'entre 1870 et 1920-25, 30, disons, jusqu'aux années 30, disons que le ratio du PIB par tête argentin sur le PIB par tête américain, c'est 0,4. Donc l'Argentine, c'est un peu moins de la moitié de l'américain, mais la croissance est la même.
C'est-à-dire que, vous voyez, c'est horizontal, même ça croît très légèrement. C'est-à-dire que l'Argentine croît très légèrement plus vite que les États-Unis. En niveau, ils sont très au-dessous, mais ils croissent un peu plus vite, d'accord? Et après, il y a décrochage argentin, vous voyez? Bang, ça décroche. Et depuis, c'est inexorable, quoi. Ça baisse, quoi. Par rapport aux États-Unis, l'Argentine baisse, vous voyez? Et là, avec ce qui se passe en ce moment, c'est pas génial non plus, là. Vous suivez un peu que le... Voilà. Mais c'est un pays très haut en couleur, l'Argentine, hein, c'est très sympa. J'y vais l'année prochaine. Ils étaient très gentils avec moi, je ne vais pas dire du mal, ils m'ont donné un... Voilà, enfin, ils ont été très sympas. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans le... Bon, alors, donc l'Argentine versus France. L'Argentine versus France, c'est à peu près pareil. Vous voyez, de 1890 à 1930, 35, 40, c'est à peu près plat. Et puis après, vous voyez, il y a une baisse notable de... Et pourquoi il y a baisse? Eh bien, nous, la raison qu'on va donner, c'est que quelque part, l'Argentine, eh bien, elle a su se développer quand il s'agissait, vous voyez, de développer l'agriculture, d'avoir disons, un modèle extensif de développement. Mais quand il s'est agi d'avoir un modèle intensif basé sur la qualité, sur l'innovation, là, l'Argentine, elle ne répondait plus. Parce qu'elle avait des institutions qui étaient adaptées aux nécessités d'une économie, disons, d'accumulation, de rattrapage, mais pas adaptées aux besoins d'une économie innovante. Et voilà, ils n'ont pas su faire cette transition. Alors pourquoi ils n'ont pas su, ça c'est une autre question. Mais c'est vraiment un problème d'un pays qui commence à converger et puis qui stoppe en chemin parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter. Voilà. Donc on reviendra sur les politiques argentines. Alors le Chili, c'est intéressant. Alors évidemment, ça c'est une courbe très controversée qui vient aussi de Bergeau-Setleca. Cette courbe, ça c'est aussi Bergeau-Setleca et ça aussi. Donc ça, faire très attention quand je présente. J'ai beaucoup hésité à la montrer parce que vous allez penser que j'ai des positions très politically incorrect. Ce n'est pas du tout. Vous voyez que la croissance chilienne, elle stagne à peu près jusqu'aux années 80, milieu des années 80, 90, et puis elle se met à décoller. Et en fait, le Chili est un pays très intéressant parce que le PIB par habitant du Chili est 2 fois le PIB par habitant du Brésil. C'est devenu le 31e pays membre de l'OCDE depuis 2010, et l'accélération de la croissance à partir du milieu des années 80. Alors, quelle est l'histoire chilienne? C'est compliqué. Ça a été évidemment la réforme à marche forcée et avec beaucoup de sang dans les années 70. Alors évidemment, bon, on est tous manifestés, moi j'étais dans toutes les années manifesté contre la dictature chilienne et contre le bain de sang là-bas, mais ils ont fait un certain nombre de choses qui ont aidé. Ils ont supprimé les droits de douane, ils ont privatisé les entreprises, et ils ont fait un système de retraite par capitalisation, même Peter Diamond a participé. Voilà, donc ce n'est pas un truc complètement rétrograde. Et voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout qu'en 90, il y a la fin de la dictature et la démocratie qui arrive. Et avec la démocratie viennent des réformes sociales qui permettent de réduire considérablement la pauvreté et les inégalités dans ce pays. Et quelque part, la combinaison des deux, c'est-à-dire des réformes pour le marché, puis des réformes démocratiques, qui ont mené cette combinaison-là. Alors, elle est venue dans le sang. Elle est venue. Je ne propose pas cela comme modèle de réforme, évidemment. Hein. Enfin, sinon, on va penser que je suis. Mais c'est intéressant que depuis surtout 90, vous voyez, l'avènement de la démocratie, vous avez une accélération de la croissance. Elle est venue surtout avec la fin de la dictature, mais elle s'est appuyée sur des réformes faites pendant la dictature. C'est-à-dire, ils ne sont pas revenus au système d'avant, vous voyez, ils n'ont pas renationalisé, ils n'ont pas... donc c'est intéressant. Mais évidemment, je ne propose à personne de suivre la voie chilienne de réforme, évidemment. Mais c'est intéressant de regarder l'exemple du Chili et de voir comment finalement des réformes maintenant démocratiques et la mise en place d'un système très social sur un socle quand même d'économie de marché a permis à ce pays de décoller par rapport à d'autres pays. Évidemment, tout en contestant. Alors évidemment, le problème, c'est que pour un pays, vous voyez, c'est toujours le danger de généraliser, parce que pour un pays où la dictature finit par se dissoudre et arriver à une démocratie, et vous amène Mme Bachelet, vous avez plein de dictatures qui, elles, partent dans le décor complètement et qui n'avancent absolument pas. Vous voyez, donc je ne vais jamais me faire le... Vous voyez, je ne vais pas du tout dire, voilà la bonne voie vers la réforme, mais c'est intéressant de regarder historiquement l'évolution
du PIB par tête dans un pays comme le Chili. Alors, donc moi, ma théorie de la croissance, c'est toujours l'idée, la croissance tirée par l'innovation. L'innovation vient d'investissements d'entrepreneurs qui sont motivés par les rentes de l'innovation, et il y a la destruction créatrice, les nouvelles innovations remplacent les anciennes technologies. Alors, c'est intéressant, c'est qu'il y a en fait, vous voyez, moi, ce qui m'a beaucoup amené à l'idée de dire, mais oui, mais il y a une idée très importante, c'est que la croissance à la frontière, ce n'est pas la même chose que la croissance loin de la frontière technologique. Voilà. Et ça, c'est une idée, donc je vais reprendre ici. Voilà, donc, alors je ne sais pas. Voilà. Oups, il y a un bruit un peu bizarre. Voilà. Frontière, non frontière. Hein. Donc, il y a la frontière technologique. Et il y a, et là, c'est l'innovation qui est vraiment la force. OK. Et puis, il y a loin de la frontière technologique, loin de la frontière technologique. Et là, c'est en gros l'imitation qui est importante. Voilà, là, c'est plutôt l'imitation qui est la force de traction. L'imitation et l'accumulation de facteurs. Essentiellement de capital. D'accord? Et en gros, vous voyez, les forces de croissance ne sont pas les mêmes. Et c'est intéressant parce que, par exemple, on peut voir, vous voyez, ça, c'est très intéressant. Si vous voyez, c'est vrai entre pays, mais c'est vrai à l'intérieur d'un pays. Je vous ai déjà montré ce diagramme, et c'est ça qui m'a fait aller vers cette approche, c'est de regarder, si vous voulez, l'effet de la concurrence sur la croissance pour différents types d'entreprises en Grande-Bretagne. Mais après, je me suis rendu compte que c'était vrai partout et que c'était vrai entre pays. Je représente en orange des entreprises qui sont loin de la frontière technologique dans leur domaine, en bleu, des entreprises qui sont proches de la frontière technologique dans leur domaine, c'est-à-dire où la productivité d'entreprise est proche de ce qui se fait de mieux au monde. Les oranges, c'est ceux dont la productivité est loin de ce qui se fait mieux au monde. Et vous voyez l'effet de la concurrence sur la croissance de ces entreprises, sur la croissance de la productivité de ces entreprises. Et vous voyez que pour les firmes en bleu, eh bien, la concurrence est stimulante. Et pour les courbes en orange, la concurrence, elle est décourageante. Vous êtes le meilleur de la classe. Je prends toujours cet exemple. Vous êtes supposons que certains d'entre vous sont les meilleurs de la classe et d'autres sont moins bons. J'ouvre la porte et je fais rentrer quelqu'un qui est très très bon. Ça va stimuler les meilleurs de la classe, qui veulent rester les premiers de la classe. Eux, ils vont faire mieux pour faire mieux que celui qui rentre. Ceux qui sont derrière ou qui sont moins bien, pas ceux qui sont derrière dans la salle, mais ceux derrière dans le classement. Il n'y a aucun, d'accord? Il n'y a rien du tout. D'ailleurs, il n'y a pas de chauffage central ici. C'est tout le chauffage pareil. Donc, ceux qui sont, eh bien, ceux-là, ils étaient déjà découragés, ils seront encore plus découragés. Et on voit bien ces deux effets. Quand la concurrence, elle a un effet stimulant sur l'innovation pour les firmes qui sont proches de la frontière et un effet décourageant pour ceux qui sont loin de la frontière. Un pays plus frontière est un pays où vous avez beaucoup plus de firmes en bleu que de firmes en orange. Un pays qui est loin de la frontière technologique, c'est un pays où la plupart des firmes sont des firmes orange. Donc vous voyez tout de suite sur cet exemple que plus un pays est proche de la frontière, plus la concurrence pousse à la croissance. Si vous êtes un pays en rattrapage, ce n'est pas très grave qu'il n'y ait pas beaucoup de concurrence. Si vous êtes un pays où c'est l'innovation qui vous pousse, là c'est important qu'il y ait de la concurrence. Vous voyez? Et c'est là que je me suis dit, mais tiens, c'est intéressant. La même politique n'est pas forcément stimulante pour la croissance, selon que je suis loin de la frontière ou proche de la frontière technologique. D'accord? Mais ce qui est vrai pour la concurrence, c'est vrai pour plein d'autres politiques. Et c'est ça qui a été un peu la base quand j'ai réfléchi avec le rapport Attali, les leviers de la croissance, le rapport Sapir pour l'Europe, j'ai travaillé avec les Chinois qui, eux, sont obsédés par la middle income trap, etc. C'est de dire, vous aviez des institutions qui étaient bonnes pour le rattrapage, elles ne sont pas adaptées pour une croissance à la frontière. D'accord ? Donc ça, c'est venu, moi, de la concurrence. Et ça, c'est basé sur des travaux que j'ai faits donc, avec Blandel et d'autres co-auteurs. Lui, je vous parie qu'il a le prix Nobel dans les 2 ans. Peut-être je prends un pari cher, là, mais je pense que dans les 2 ans, il a le Nobel, avec d'autres, ou peut-être tout seul.
Non, 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 c'est pas moi. Non, 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 pas moi. Moi, je suis l'autre. Non, je suis pas moi. Non, non, avec un autre. Non, non, c'est avec un autre. Et je pense que c'était David Card. Non, 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 je pensais, non, non, il n'y avait rien de... Non, non, non. Voilà, non, non, non. Richard Blandel. Voilà. Et il y a un autre qui s'appelle David Card, qui est un économiste du travail à Berkeley. Voilà. C'était à ça que je pensais. C'était très, très innocent aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume. Bon, alors, donc voilà. Et donc, si vous voulez, je suis arrivé à cette idée de ce qu'on appelle Appropriate Growth Institutions, d'accord? Et l'idée d'Appropriate Growth Institutions, c'est de dire, voilà, il y a si vous voulez, en gros, eh bien, j'ai deux manières je vais donc parler de ça, j'ai deux façons la croissance peut être tirée par l'innovation, la croissance de la productivité, c'est par l'innovation à la frontière, c'est-à-dire j'innove sans imiter personne, j'innove sur moi-même, j'innove avec rien devant moi, quoi. D'accord? Et puis, j'ai la croissance par imitation. J'imite des technologies existantes. D'accord? L'importance de l'innovation frontière augmente à mesure que vous vous rapprochez de la frontière, évidemment. Alors d'ailleurs, il y a à chaque fois frontière sans E, parce que c'est mon ordinateur qui anglicise. C'est vraiment méchant. Hein. Dès que je mets un E, hop, le E est sucré. Bon. Donc là, j'ai réussi à le remettre. Mais là, non. Alors, et donc, si vous voulez, quand je suis un pays ou un secteur vous voyez, proche de l'innovation technologique, si je suis tout près de Simon et que j'imite Simon, ça ne me fait pas croître de beaucoup. Si je veux vraiment croître, je dois innover sur Simon, d'accord? Mais si je suis très loin de Simon, d'imiter Simon me donne une grosse croissance, d'accord? Donc ça, c'est clair. L'importance de l'innovation frontière augmente à mesure qu'un pays se rapproche de la frontière. Les institutions et politiques qui favorisent l'innovation à la frontière ne sont pas les mêmes que celles qui favorisent l'imitation, le rattrapage, d'accord? Et c'est ça toute l'idée. Par exemple, la concurrence, on a déjà vu, la concurrence est particulièrement importante quand je suis à la frontière. Si je ne suis pas à la frontière, que la plupart de mes firmes sont orange, je n'ai pas besoin vraiment de concurrence. Si la plupart de mes firmes sont en bleu, j'ai besoin de la concurrence pour croître, d'accord? Voilà, en gros, sans mettre les maths, voilà la croissance de la productivité. Là, j'imite la frontière, et là, j'améliore sur la frontière. Je passe de A à gamma A, et donc plus je suis proche de A bar, plus c'est cette partie qui va me faire croître. Plus je suis loin de A bar, plus c'est cette partie qui est importante. Mais ce qui est bon pour ce MUM n'est pas ce qui est bon pour ce MUM. Ce n'est pas les mêmes institutions qui vont augmenter MUM et qui vont augmenter MUN. D'accord? Plus je suis proche de la frontière. Si vous êtes proche de la frontière et que c'est l'innovation qui est importante, eh bien l'éducation supérieure, la recherche, c'est important. La libéralisation du marché de produits, c'est important parce que vous avez besoin de destruction créatrice, d'entrée et de sortie. Vous avez besoin de marché du travail libéralisé, en tout cas dynamique, parce que vous avez besoin justement d'entrée et de sortie. Vous avez beaucoup de destruction créatrice et vous avez besoin de cette flexibilité. Donc ça, je vous avais montré là des trucs de concurrence. Ça, c'est, vous voulez plus un marché plus libéralisé parce que la concurrence est plus importante et l'entrée est plus importante. Mais vous voulez aussi le travail. Et là, c'était ce que je vous avais montré sur l'éducation. Vous vous souvenez, je vous ai montré ça la dernière fois. Je vous avais montré que dans les États américains, proches de la frontière technologique, comme la Massachusetts, Connecticut, etc., eh bien, c'est l'éducation supérieure, niveau doctorat qui est importante. Quand vous avez des États américains où vous êtes loin de la frontière, c'est plutôt le niveau licence qui est important. Et, voilà, et c'est vrai mondialement, c'est-à-dire vous êtes un pays très proche, et ben c'est l'éducation supérieure particulièrement doctorale. Vous êtes loin, c'est le primaire, secondaire surtout qui est important. Et donc ça c'est voilà. Et donc tandis que si vous êtes par exemple, donc ça c'est si vous voulez avoir de la croissance par l'innovation, éducation supérieure, libéraliser le marché des produits, marché du travail, libéraliser, etc. Ça, c'est des choses importantes. Le système financier, financement par action, c'est très important. Capital risque, investisseurs institutionnels, tout ça, c'est important. D'accord? Si vous êtes au contraire, vous voulez favoriser la croissance par l'imitation, toutes ces slides vont être traduites en français, eh bien, il y a trois sources importantes. L'un, c'est les transferts de technologie, comme la Chine a fait. L'autre, c'est réallouer des facteurs. Par exemple, en Chine, ils ont poussé beaucoup de gens à quitter les zones rurales pour aller dans les zones urbaines. Ça a été une réallocation de facteurs qui a été, en elle-même, a augmenté la croissance en Chine. Et puis, ce qu'on appelle les management practices,
C'est-à-dire que les management practices, eh bien, il y a des surveys qui sont faits sur, eh bien, est-ce que vous réagissez comme ci ou comme ça, est-ce que vous avez des bonnes règles de gestion, c'est sur des règles de management et de gestion. Et j'ai des co-auteurs qui s'appellent Bloom et Van Reenen, et co-auteurs qui ont fait un survey de toutes les entreprises, enfin, disons, des entreprises venant de tous les pays du monde, pas toutes les entreprises dans le monde, il y en a trop, mais disons un bon survey représentatif de tous les pays du monde. Et ils ont montré, si vous voulez, voilà, les États-Unis, c'est le pays où les management practices sont très bonnes, le Japon est très bon, l'Allemagne est très bonne, la France est là, vous voyez, on est pas mal, mais bon, on est au-dessus de l'Italie quand même. Hein. Voilà. Heureusement qu'il y a l'Italie, heureusement qu'il y a toujours l'Italie pour qu'on soit mieux. Hein. Voilà. Bon, on est à peu près pareil. Hein. On est à peu près pareil. C'est pas d'ailleurs vrai qu'on est toujours mieux. Moi, je suis né italien, jusqu'à l'âge de 18 ans, j'étais italien. Je ne me serais pas permis. Alors, ensuite, vous avez les pays là, vous voyez, du sud de l'Europe, où vous avez Mexico qui est là. Là, vous avez Brésil, Argentine. Et puis là, vous avez, et puis vous terminez par les pays d'Afrique. Vous voyez, c'est très intéressant parce qu'on voit plus ou moins que le PIB par tête et les management practices vont de pair, en fait. Et c'est intéressant. Voilà. Donc il y a toutes ces études sur management practices et comment elles s'améliorent, comment elles empirent, etc. C'est très intéressant et c'est un gros facteur de croissance. Voilà. Les management practices et comment les améliorer. Voilà. Donc ça, il y a une recherche très intéressante dans ce domaine. Mais voilà, donc je dois donner conseil dans un pays émergent ou dans un pays avancé, je ne vais pas donner exactement le même conseil en matière de politique de croissance. Je ne vais pas dire la priorité, c'est concurrent, enfin, encore que même la concurrence a joué un rôle en Inde. Donc, mais les ressorts de la croissance ne sont pas les mêmes. Alors là, par exemple, je vous montre un diagramme, mais je ne veux pas rester trop longtemps et vous embêter. Là, je montre en fait, là, c'est le PIB par tête des pays. Donc plus je vais là, plus j'ai un PIB par tête. Et là, c'est la croissance moyenne. Ça, c'est le PIB par tête en 60. Et là, c'est la croissance moyenne entre 60 et 2000. Et en général, c'est toujours, si je représente les pays, plus on a un niveau de croissance, plus on a un PIB par tête élevé, plus la croissance est faible en moyenne. En moyenne, c'est la convergence, si vous voulez. La Chine, elle pouvait croître à 10% parce qu'elle nous rattrapait. Je ne peux pas croître à 10% en France. Déjà, nous, on est à 1,5. Si on arrive à 2, c'est le nirvana, d'accord 2,5, alors, oh là là. Bon, j'ai fait des bêtises, là. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, c'est les pays avec des barrières à l'entrée élevées, et ça, c'est des pays avec barrières à l'entrée faibles. Là, c'est des pays à concurrence faible, barrière élevée, et ça, c'est concurrence élevée, barrière faible. Vous voyez que quand on est loin de la frontière technologique, c'est-à-dire quand on est à PIB par tête, relativement au PIB par tête des US, très faible, eh bien, ça ne fait pas une grande différence pour la croissance d'être là ou là. Mais vous voyez que quand on est avec un PIB par tête qui représente, vous voyez, plus de 0,5 fois le PIB par tête américain, plus de la moitié du PIB américain, vous voyez, par tête, eh bien, vous voyez que là, c'est beaucoup plus élevé que là. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en gros, quand vous êtes un pays très loin de la frontière technologique, c'est-à-dire à gauche de ces diagrammes, ce n'est pas grave d'avoir des barrières à l'entrée, d'avoir peu de concurrence. Mais quand vous êtes un pays qui est proche de la frontière technologique, eh bien, ça devient un problème de ne pas avoir de concurrence. La concurrence, je retrouve ce que je disais tout à l'heure, la concurrence devient particulièrement importante pour la croissance quand vous êtes un pays proche de la frontière. D'accord? Je vous donne un autre exemple, là, c'est la corruption. Alors là, vous allez penser que je me fais la peau de la corruption, mais en gros, je dirais que la corruption, c'est toujours embêtant, mais ce n'est pas un énorme problème quand vous êtes loin de la frontière technologique. Ça devient particulièrement embêtant si vous êtes proche de la frontière. Pourquoi? Parce que la corruption empêche la concurrence essentiellement. La corruption, qu'est-ce que c'est? C'est les gens en place qui s'arrangent et qui s'entendent avec le gouvernement pour mettre des barrières à l'entrée de nouveaux innovants. Ça devient particulièrement un problème quand vous avez une croissance tirée par l'innovation. D'accord? C'est moins un problème quand vous êtes une croissance. Je ne fais pas la peau de la corruption, mais ça devient particulièrement un problème quand vous avez un pays avancé. Ça, c'est bank-based. Quand vous êtes, ici, je regarde, c'est les gens à financement bancaire, les pays où c'est le financement bancaire essentiellement. Et là, c'est les pays par rapport vous voyez les pays qui sont essentiellement financement par action, vous voyez, par market-based. Et vous voyez, financement bancaire, si je maintiens financement bancaire quand je me développe, eh bien, je tends à ne pas croître aussi vite. Tandis que si je mets des marchés financiers, là, je crois plus vite. Vous voyez, j'ai intérêt à mettre plutôt, à mesure que je deviens plus développé, à passer du financement purement bancaire. Alors là, il y en a un qui est assez amusant sur la démocratie. Moi, je suis pour la démocratie partout. Mais la démocratie est un bien en elle-même. Mais la démocratie est particulièrement importante pour la croissance quand vous êtes près de la frontière. La démocratie est toujours une bonne chose, d'accord ?
elle vaut en elle-même, mais vous pouvez être intéressé par le lien entre démocratie et croissance. Les premières personnes comme Barrow ou d'autres qui ont regardé le lien démocratie-croissance n'ont vu aucun lien. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas regardé par type de pays. Et ce que vous pouvez montrer, c'est que la courbe en noir, en continu, c'est les entreprises dans des pays qui ont un niveau de démocratie au-dessus de la moyenne, mesuré par les contraintes sur l'exécutif et par la liberté de la presse, ou la liberté des élections. Et puis la courbe en pointillé, c'est les entreprises dans les pays qui sont en dessous de la moyenne au point de vue de ces indicateurs démocratiques. Quand vous êtes loin de la frontière technologique, ce n'est pas très significatif en fait ici. La démocratie n'a pas énormément d'importance. Quand vous êtes près de la frontière technologique, vous voyez que votre pays a un PIB par tête très proche du PIB par tête américain, par exemple, eh bien, la croissance de l'industrie est beaucoup plus importante que quand vous êtes dans un pays démocratique que quand vous ne l'êtes pas. Pourquoi? Parce que la démocratie, ça permet la concurrence. C'est justement la démocratie qui réduit la corruption. Vous voyez, tout va ensemble. Si je crois dans la concurrence, je pense qu'il faut combattre la corruption. C'est la démocratie qui vous permet de combattre la corruption. Et c'est pour ça que la démocratie devient très importante. Si le Chili ne s'était pas démocratisé, il n'aurait jamais connu les taux de croissance qu'il a eu récemment. Parce qu'à ce moment-là, il serait rentré dans la corruption, encore beaucoup plus. Vous voyez, c'est très intéressant. Il avait enlevé quelques obstacles de marché, mais s'il avait gardé la dictature, à ce moment-là, c'est la corruption qui aurait été généralisée. La démocratie, là-bas, a permis notamment d'éliminer ou de combattre la corruption. Là, j'ai vu, il y avait un papier hier sur les audits. Ils ont des procédures d'audit très sophistiquées maintenant au Chili pour s'assurer qu'il n'y a pas de connivence, etc. Et donc, c'est très important. Vous voyez, donc la démocratie est une chose importante en elle-même. Elle est importante en elle-même, la démocratie. Je ne vais pas dire que je suis pour ou contre uniquement par rapport à la croissance. Mais c'est intéressant qu'elle est un facteur de croissance, surtout quand vous devenez plus développé, parce que là, la concurrence, tout ce qui devient un élément très important. D'accord? Donc, je voulais regarder. Alors là, il y a une chose très intéressante, c'est de dire, voilà, on sait qu'il y a des institutions qui sont bonnes pour la croissance quand vous êtes peu développé. Et on sait qu'il y a des institutions qui sont bonnes pour la croissance quand vous êtes très développé. Donc on pourrait dire, voilà, ici je vais regarder mon PIB par tête. Ça c'est mon PIB par tête par rapport par exemple au PIB par tête américain, par exemple. Hein. Et là je regarde, et là je vais regarder, donc ça je vais regarder la période d'avant, d'accord, c'est mon TFP sur TFP frontière à la période T-1. Et là, je vais le regarder à mon PIB par tête, sur mon PIB par tête US, à la période T. D'accord? Donc ça, c'est une manière de regarder. Je veux maximiser ça par rapport à ça. C'est-à-dire que je voudrais que, que ma proximité aux États-Unis augmente le plus vite possible. Ce serait ça une mesure de croissance plus rapide. Et on peut dire, ben voilà, il se peut qu'il y ait une politique qui soit la politique de rattrapage et qui est comme ça. Et puis, il y a une autre politique qui est la politique innovation. Donc ça, c'est la politique, voyez, qui s'appelle, c'est la politique de rattrapage, imitation, c'est les institutions pour les imitations, et ça, c'est les institutions pour l'innovation. Et essentiellement, l'idéal, ce serait de dire, bah, jusque-là, quand j'ai un PIB par tête plus petit que ce AT-1, je vais faire la stratégie imitation, et après, je vais passer à la stratégie innovation. Mais le problème, c'est que les pays, ils retardent. Parce que pour passer de la stratégie imitation à la stratégie innovation, il faut augmenter la concurrence. Or, les entreprises en place, elles ne veulent pas augmenter la concurrence. Et si elles n'augmentent pas la concurrence, eh bien, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que, on passe, si vous voulez, on va trop loin, et après, une fois qu'on a passé ce stade-là, on n'y arrive jamais. Si vous voulez, ce qui se passe, c'est que, en fait, eh bien, vous voyez là, quand si je dépasse ce point-là, c'est la ligne de 45 degrés, si je reste trop longtemps dans l'imitation, je passe ce point-là, et après, je ne quitte plus, parce que, vous voyez, j'arrive toujours à ce point, quoi. Je ne peux jamais passer à la courbe innovation. Si j'attends trop pour faire la stratégie imitation, j'arrive dans ce que j'appelle une trappe de non-convergence. J'arrive à l'intersection avec la ligne à 45 degrés, et je ne passe jamais à l'innovation. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et si vous voulez, le danger, c'est ça la trappe. C'est-à-dire qu'il y a eu des pays, on me demandait de parler de la Corée. Eh bien, la Corée, il y a eu un gros problème. La Corée, c'est ce qu'on appelle les chaebols. Alors, je ne sais jamais prononcer le mot pour la Corée. La Corée du Sud, hein, c'est la Corée du Sud, évidemment. Il y a ce qu'on appelle les chaebols. La Corée du Nord, elle n'a jamais décollé, d'accord? Donc, c'est le problème, ça ne se pose même pas.
Koryo, c'est le chobolls. Et pour le Japon, c'est ce qu'on appelle les keretsus. Alors, je ne sais jamais si c'est comme ça que je dois l'écrire, si le i va là ou là. Mais en gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui est très intéressant. C'est que les pays comme la Corée et le Japon, ils ont eu des pays, disons, de infant industries, se sont protégés beaucoup pour se développer. Ils ont en fait limité beaucoup le commerce international. Ils ont mis des règles très strictes de commerce avec eux. Et ils ont aidé beaucoup leurs entreprises à l'exportation. Ils ont subventionné leurs entreprises à l'export. Et ça a été très bien, ça a permis de booster leur convergence. Mais ce qui ne s'est pas passé, c'est que pendant cette période-là, en Corée se sont développés des gros mastodontes qui s'appellent les chobolls, et en Chine, en Japon, c'était les keretsus, qui sont des grands conglomérats. Ces gens-là, ils ne veulent pas passer à un système pro-concurrence. Donc, ils font pression, d'où l'importance de la démocratie, ils font pression pour empêcher qu'on passe à un système. Vous voyez, c'est ça la difficulté. Vous pourriez vous dire, jusqu'à T-1, je fais une stratégie de développer les chobolls, et puis après, je passe à une autre stratégie ici. Mais le problème, c'est que ces chobolls, qui sont devenus très forts là, ils ne veulent pas que vous passiez à cette stratégie-là. Ils veulent que vous restiez là, quoi. D'accord? Et donc, ça vous donne de la middle income trap. C'est-à-dire que vous avez des institutions qui étaient bonnes pour le rattrapage, mais pendant la période de rattrapage, se sont développés des gros conglomérats qui ensuite empêchent des intérêts acquis, des vested interests, comme on dit en anglais, qui ensuite s'opposent à la transition nécessaire vers l'innovation based. Et c'est ça le problème que vous avez. Alors, il y a eu une chance en Corée, d'une certaine manière, ça a été la crise financière. Donc moi, je travaille sur un article en ce moment sur la crise financière de 98 en Corée. Et là, c'était assez miraculeux, elle a affaibli les chobolls. Vous voyez, la crise financière leur a tapé dessus. Et du coup, dans toutes les entreprises, vous avez des grosses chobolls. La crise financière a fait que tout d'un coup, l'entrée des autres entreprises a pu augmenter à nouveau. Ça a permis de faire respirer les autres. Donc, finalement, la crise en Corée a été une chance pour la Corée, parce que ça a affaibli les chobolls qui empêchaient la transition vers innovation based. Et on a vu l'entrée augmenter beaucoup de nouvelles entreprises suite à la crise. Vous voyez, comme quoi quelque chose malheur est bon. Vous voyez, voilà un peu. Et l'obsession de la Chine, c'est que la Chine ne veut pas se retrouver dans une situation comme ça. Moi, je leur dis, je ne sais pas comment vous faites changer vos institutions, mais il faut qu'ils introduisent de la concurrence. Et la question, c'est comment ils vont faire. Donc, eux, ils font le pari de la recherche et de l'innovation, mais pour le moment, les institutions ne sont pas changées. Alors, je leur dis, comment vous allez, par exemple, vous n'avez pas de séparation des pouvoirs en Chine. Vous n'avez pas une institution judiciaire indépendante des institutions, de l'exécutif et du législatif. Comment vous pouvez faire un antitrust chez vous? Comment vous pouvez faire une politique concurrence chez vous? Alors, ils disent, le Parti communiste peut jouer ce rôle-là. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais ils doivent trouver un moyen. Alors, il n'y a peut-être pas une seule façon de le faire. Moi, je ne vais pas aller chez eux leur dire, il n'y a qu'un moyen, c'est la manière occidentale. Mais il faut qu'ils trouvent un moyen de pouvoir mettre en œuvre une vraie politique de concurrence. Sinon, ça va inhiber la croissance chez eux. Donc, ils sont conscients de ces choses-là. Eux pensent qu'ils ont leurs moyens à eux d'y arriver. Mais voilà, et toute la question est là. Est-ce que la Chine, et le débat est là maintenant, est-ce que la Chine va réussir, par d'autres moyens que nous, à passer d'une économie d'imitation à vraiment une économie d'innovation? Et sans la démocratie, voilà. Est-ce qu'ils peuvent, ou est-ce qu'ils vont être obligés de démocratiser quand même? Ça, c'est la grande question. Donc, ce qui est intéressant avec la Chine, c'est qu'évidemment, la Chine dit, ben oui, mais nous, regardez ce qu'on fait. On augmente nos dépenses en R&D. Ils investissent beaucoup en recherche fondamentale. Ça ferait honte à la France, puisque nous, comme vous le savez, c'est vraiment, on est les pauvres. Hein. Nous, c'est zéro en recherche fondamentale chez nous. D'accord? Et la Chine... Vous voyez, il n'y a même pas la France. Ah si, la France est là, voilà. Mais vous voyez, la France, elle stagne. La Chine, elle monte, vous voyez? OK, en pourcentage du PIB, ce n'est pas absolu. C'est R&D en pourcentage du PIB. Parce qu'en absolu, ils sont loin devant nous, évidemment. Ils ont un PIB beaucoup plus gros que nous. Ils sont plus nombreux, évidemment. Mais, vous voyez, en pourcentage du PIB, ils nous rattrapent, vous vous rendez compte? Et ça, c'est avant 2015. Je crois que maintenant, ils nous ont rattrapés. Je pense qu'on est là et eux, ils sont là. Vous voyez? Donc, eux, ils pensent, alors ça, c'est un des paris, ils disent, mais nous, de toute façon, peut-être qu'on ne va pas démocratiser, mais on va être tellement mieux que vous sur la recherche fondamentale que peut-être on va innover quand même. C'est un des paris. Est-ce qu'ils vont y arriver? D'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est cette courbe-là. Je ne veux pas rester trop longtemps et vous garder. Cette courbe est très intéressante parce que cette courbe, elle vous montre la chose suivante.
vous voyez les entreprises en fonction, je vous ai toujours dit, plus on est proche de la frontière technologique, vous voyez, plus je suis prêt, mon petit A est proche de 1, qui est mon PIB par tête sur le PIB par tête américain, mais ça peut être pour un pays ou un secteur. Et là, j'ai le taux de croissance, et en général, je tends à décroître. C'est vrai pour les pays, c'est vrai pour les pays, mais c'est vrai pour les entreprises au sein des pays. Donc ça, c'est la Chine, et on voit qu'en gros, plus une entreprise a une productivité globale des facteurs initialement faible, plus son taux de croissance est élevé. Donc on a une courbe globalement décroissante. Les rouges, c'est des firmes qui font de la R&D. Les bleus, c'est des firmes qui ne font pas de la R&D, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont à peu près pareilles, vous voyez, en 2001-2007. Vous voyez, c'est pas alors qu'en Taïwan, qu'est-ce qui se passe? La R&D permet d'inverser la courbe. Vous voyez, les firmes qui font beaucoup de R&D, elles arrivent à inverser cette logique que moins on est productif, que plus on croît vite. Vous voyez, il y a ce problème de plus je suis déjà productif, moins je crois. D'accord? Et l'idée, c'est de dire, si je fais de toi une firme très R&D intensive, tu vas déjouer ça parce que tu vas pouvoir échapper à la frontière. Tu vas être proche de la frontière, c'est vrai, mais tu vas pouvoir faire mieux que la frontière parce que je te rends innovante. Eh bien, à Taïwan, ça marche. À Taïwan, les firmes à qui on alloue la R&D, eh bien, ça inverse cette courbe. Au lieu qu'elle continue à décroître inexorablement, en fait, vous voyez que la courbe rouge se détache de la courbe bleue et va même augmenter, là. Vous voyez ce que je veux dire? Je rends des firmes, au lieu que ce soit un problème d'être près de la frontière, ça devient bien parce que, du coup, la R&D joue et ça vous permet de faire mieux. En Chine, vous voyez que la R&D ne fait aucune différence. Ça veut dire que la R&D n'est pas bien allouée en Chine. Et ça, c'est la démocratie. C'est-à-dire qu'évidemment, les Chinois disent « Moi, je vais mettre plus de R&D. » Oui, mais si tu n'as pas la démocratie, si tu n'as pas la concurrence, qu'est-ce qui te garantit que tu vas bien allouer tes fonds de R&D? Qu'est-ce qui te garantit que n'importe qui ne va pas dire « J'ai besoin de fonds R&D », mais qu'en fait, j'utilise ces fonds à autre chose que de faire de la R&D? Vous voyez? Et c'est là que c'est important. C'est là qu'on discute avec les Chinois. Je ne dis pas forcément que vous devez nous copier, nous, mais vous voyez que dépenser plus en R&D n'est pas suffisant parce que vous n'êtes pas garanti que vos dépenses en R&D vont être efficaces, voyez, et qu'elles vont vraiment vous amener à être plus innovants. Parce que vous n'avez pas un mécanisme qui alloue les dépenses, qui garantit que la R&D ne va pas pour financer les petits copains, etc. Voyez, et vraiment à des projets innovants. Donc ça, c'est intéressant, cette courbe-là. Alors, est-ce que ça va conduire la Chine à introduire des innovations, à dire, voilà, je dois avoir des garde-fous? Je ne sais pas. Mais là, il doit y avoir ils ont besoin de faire de l'innovation institutionnelle. Juste dépenser plus en R&D ne va pas les amener, je pense, ne les amènera pas à être une économie pleinement innovante. Ils doivent faire de l'innovation institutionnelle. Voilà, donc ça, je voulais parler de la Chine. Alors, il y a ce qu'on appelle le changement structurel. Comme il est déjà moins 10, je voulais simplement très rapidement vous dire la chose suivante. J'en avais parlé l'an dernier. Vous savez qu'au cours du développement, eh bien, la fraction de l'agriculture dans les pays baisse. Ça, c'est le manufacturier qui a baissé d'abord et qui a augmenté d'abord et qui a baissé. Et ça, c'est les services qui augmentent. Vous voyez? Je vous avais montré ces courbes-là l'an dernier. Nous, dans notre histoire, l'agriculture, depuis l'industrialisation, la part a baissé. Le manufacturier a augmenté d'abord et se met à baisser maintenant. Et c'est les services qui maintenant prennent le relais. D'accord? Donc voilà, et ça on l'observe, voilà, donc déclin du secteur agricole depuis 1800, secteur manufacturier qui augmente jusqu'au milieu du XXe siècle, puis baisse depuis, et la hausse des services en hausse constante, le secteur des services, d'accord? Donc ça c'est les faits, hein? Donc agriculture, donc vous avez ces faits-là, je ne veux pas rester trop longtemps, et donc, mais maintenant je me pose la question suivante, puisque je n'ai que 5 minutes qui restent, et il y a une chose intéressante, c'est que l'Inde versus la Chine. Et ça, c'est une des énigmes que j'ai, et c'est un des problèmes ouverts en recherche. Et c'est la chose suivante, c'est de dire, voilà, vous voyez, la Chine, elle a un secteur manufacturirisé qui est beaucoup plus faible, qui est beaucoup plus important que l'Inde. L'Inde, c'est 16% du PIB qui est manufacturier, et plus de 30% en Chine. Donc d'abord, quelles sont les raisons de ce contraste? C'est un sujet ouvert. Et est-ce que cette faible part du secteur manufacturier en Inde est un facteur bloquant pour l'Inde? Voilà. Donc, vous voyez ici l'évolution depuis 60 jusqu'à maintenant de la part dans le PIB total du secteur manufacturier. Vous voyez? Et vous voyez que l'Inde est là. Vous voyez, l'Inde est là.
Et la Chine est là. Vous voyez, la Chine, c'est beaucoup plus important. Alors nous, évidemment, on baisse, mais nous, on est développés. Donc nous, c'est peut-être pas grave que nous, on ait un secteur manufacturier qui baisse, bien que beaucoup de gens disent qu'en France, on s'est trop désindustrialisé. Mais vous voyez, la Chine, elle a un secteur manufacturier beaucoup plus important que l'Inde. Et la question, c'est de savoir, est-ce que c'est un problème ou pas? Et là, c'est une recherche ouverte. Il y a des gens qui vous diront, c'est un problème, parce que l'industrialisation, ça vous permet de faire de l'apprentissage. Vous apprenez en industrialisant. Vous avez une urbanisation plus rapide, et elle génère des externalités pour générer des idées, de l'innovation. Industrialiser veut dire transporter des biens, ce qui implique la construction d'infrastructures publiques essentielles. Voilà, donc l'industrialisation permet d'absorber le surplus labor disponible dans les économies en développement, largement agricoles. Et donc on dit, voilà, il y a des bons côtés de l'industrialisation, et c'est embêtant de passer ce stade-là. Voilà. En Chine également, il y a le développement d'une proto-industrie légère et essentiellement rurale qui s'incarne dans les Township Villages, dans les Township Village Enterprise, à leur apogée à la fin des années 80. Et est-ce qu'il faut que l'Inde fasse pareil? Alors la plupart des gens vous diront, ben oui, c'est important. Et alors il y a aussi un problème de mesure, c'est-à-dire que souvent quand c'est les services, eh bien par exemple, tu n'observes pas vraiment. Je vous ai fait un cours sur la mesure du PIB. Et les services, c'est beaucoup plus dur à mesurer, voyez. Par exemple, il y avait Baumol qui disait, bon, il n'y a pas de changement technique dans un quintet musical, donc quelle est la mesure du PIB là-dedans? Mais il y a vraiment l'idée de mesure. Donc il se peut qu'effectivement, et nous, par exemple, les travaux que j'ai faits avec Simon montrent que, vous voyez, ce que j'appelle la missing growth, la croissance que je ne mesure pas, elle est beaucoup plus importante dans les services que dans le manufacturing. Donc il se peut que, en fait, dans les pays comme l'Inde, je sous-estime beaucoup plus la croissance que dans des pays comme la Chine où le secteur manufacturier est important. Donc un des problèmes, c'est la mesure. Mais maintenant, est-ce qu'il y a au-delà de ça? Est-ce qu'au-delà de ça, ne pas avoir un secteur manufacturier important est vraiment une barrière au développement pour un pays au stade de la Chine ou pas? Et il y a des gens qui disent ce qui compte, c'est est-ce que j'ai des services qui sont plutôt comme McDonald's versus des services qui sont high-tech? Est-ce que, par exemple, une économie de services high-tech, elle a tous les avantages d'une économie manufacturière ou pas? Est-ce que ce n'est pas là qu'est le problème? Et donc, c'est un problème de qualification, en fin de compte. Si vous avez des gens, une population qualifiée, vous attirez, vous développez des services high-tech, et les services high-tech ont les mêmes vertus que le manufacturing. Ou bien, vous avez quand même besoin du manufacturing. Donc voilà, ça, c'est une grande question qui se pose, disons, de développement de la Chine versus l'Inde. Voilà, donc je voulais simplement m'arrêter là, je pense que j'ai fait beaucoup. La transition d'imitation à innovation, le rôle des institutions, l'importance du changement structurel, disons que l'étape qui manque maintenant, c'est de vraiment mélanger, disons que tout ce qui y est changement structurel et ce que je vous ai dit sur la middle income trap soit vraiment analysé ensemble. Pour le moment, disons que voilà, c'est encore manquant, c'est un chaînon manquant dans la recherche en économie de mettre les aspects changement structurel dans le débat imitation, innovation et middle income trap. Voilà, donc là, il y a vraiment, là, vous êtes à la frontière de la recherche et je ne peux pas vous enseigner ce qui n'a pas encore été fait. Donc du coup, comme je ne peux pas, je m'arrête. Merci.